Salut les néo-autonomistes. L'énergie solaire et l'autoproduction pour l'autonomie se démocratisent, mais de nombreuses informations sont à prendre en compte. C'est pour cela que je suis allé poser de nombreuses questions à Julien de chez What You Need sur des sujets comme les trackers solaires, le marché mondial du photovoltaïque, et il nous présentera un comparatif entre deux mastodontes que sont Victron et le WKS Circle. Ce reportage vous est présenté tout de suite sur l'archipel. Salut Julien. Salut Brian. Ça va? Et toi? Oui, très bien. Oui. Écoute, maintenant on peut dire que tu es un expert de l'archipel, c'est la 4e fois qu'on vient te rendre visite. On a pas mal de choses encore à raconter, je suis assez content parce que quand on s'est appelé, tu m'as dit « il y a 2-3 sujets que j'aimerais lancer ». Dont un, au début, je te disais, mais c'est un sujet, tu ne penses pas que ça va créer une guéguerre pour rien. On aimerait parler des ondulateurs pour les professionnels. Moduleurs. On voudrait parler des onduleurs WKS et Victron. C'est quelque chose d'assez... Oui, mais par contre, j'aimerais bien qu'on ne dise pas globalement, il n'y a pas deux marques, il y a une pléthore de marques, on s'en fout. Mais l'idée, c'est plutôt de se dire, il y a différents budgets. WKS est évidemment un all-in-one, tout intégré, bien positionné en termes de prix. On peut parler de Victron, de Steka, de Studer, de beaucoup d'autres marques qui vont être peut-être comparées à des marques plus low cost. Et des fois, on fait peut-être un procès un peu difficile à ces onduleurs all-in-one. Et nous, on fait une chose, on se rend compte simplement de la demande de nos clients et on adapte ça aussi. On est fermé arrière, on vend un peu de tout. D'ailleurs, on fait des projets avec des Victron, des Steka ou d'autres marques. Mais je voulais qu'on en parle parce qu'il y a une notion d'abord de budget, d'investissement, de ce que les gens peuvent mettre pour commencer un projet. Il y a quand même la fiabilité du fait que nous, on s'occupe des onduleurs derrière. On ne va pas simplement dire prenez cet onduleur-là et puis débrouillez-vous avec. Même si c'est des onduleurs un peu moins chers, on va donner le même service, voire même le faire chez nous. Je le disais encore à un client dernièrement, ce qu'on fait chez nous, quand ça roule bien en une semaine ou deux, c'est réglé, pas en 3 jours. Mais quand on est sur des marques comme ça va retourner à l'usine généralement, donc c'est pas du tout dépanné dans les pays et ça prend beaucoup plus de temps. Donc on attend toujours un service exceptionnel de marque beaucoup plus cher, c'est pas toujours le cas. Je dis pas que c'est pas le cas globalement, mais réellement il y a toujours ce délai malheureusement. Et nous on est confronté à une réalité de rapport qualité-prix qu'on doit tenir parce que les budgets sont ce qu'ils sont. Et donc puisque maintenant il y a une assez grosse polémique sur le fait qu'on peut dire tiens j'ai vu une marque qui est plus sympa avec un rendement 2% meilleur ou je ne sais quoi. C'est super de toujours vouloir comparer ce qui se fait de mieux sur le marché, c'est quelque chose qu'on peut faire, mais nous on est des commerçants, et donc si on disait aux clients on ne vend que ce qui se fait de mieux sur le marché, on perdrait peut-être 70% de notre clientèle, et eux renonceraient à un projet qui fonctionne tout de même. Et donc c'est pour ça que je voulais qu'on aborde un tout petit peu ça. Mais si on pouvait ne pas faire la guéguerre d'une marque face à l'autre, parce qu'en plus on vend les deux. Vis-à-vis de toi, je dis ce que moi je vois sur les réseaux et je pense que tu comprends pourquoi. Clairement, mais justement, et moi je veux pas qu'on le cède trop à deux marques. Nous on a fait les tests sur 2 marques parce qu'on vend les deux et qu'on les connaît, c'est tout. J'ai rien contre le fait de faire ce test avec d'autres marques, de prouver très probablement que les différences qui sont annoncées comme gigantesques, de l'ordre de 20-30 Wh en période de repos, sont finalement très faibles. On en parlera tout à l'heure. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est important de remettre un petit peu l'église au milieu du village en disant oui effectivement il y a des différences, il y a des petits inconvénients à certaines machines par rapport à d'autres, mais il y a un positionnement tarifaire qui fait qu'on arrive à commencer un projet, à le faire évoluer. Je t'avais dit, j'ai fait un exercice, je l'ai encore fait tout à l'heure, où je compare ce que je peux vendre pour un même budget dans 2 produits. Je promets dans les yeux de qui veut, en tout cas, moi je le crois réellement ce que je dis, je vais faire un système qui est bien plus vite amorti, avec le budget que j'ai. Je ne parle pas de juste une machine, je parle d'un ensemble complet, d'un système complet qu'on doit fournir. Eh bien, on passe en comparatif, tu auras peut-être prendre un screenshot de quelque chose du petit devis que j'ai fait avec nos prix. On passe avec un investissement équivalent de 12 à 18 panneaux, de 5 kg à 10 kg d'onduleur, de 7 kg de batterie à 10 de batterie. Et c'est le même budget, donc je sors le même. Et c'est simplement pour dire que oui, il y a mieux. Il y a des Ferrari, il y a des Mercedes, il y a des Dacia, et tout le monde ne roule pas en Ferrari ou en Mercedes parce que ça existe. Et aller d'un point A à un point B, on s'en fiche pour certains. In fine, c'est ça. Et on trouvera toujours des inconvénients et des avantages à toutes les marques qu'on veut. Il est évident que s'il n'y a pas de notion d'argent et qu'on se dit moi je veux le top du top, on peut toujours acheter ce qu'il y a de plus cher, on peut espérer un service ultra qualitatif et une durée de vie peut-être supérieure. Je le souhaite vraiment parce que quand on a payé 3 fois plus cher, il y a intérêt.
Mais ça ne veut pas dire que c'est la seule solution, et surtout qu'on doit voir les solutions plus low cost comme étant des solutions un petit peu ratées, qui n'ont pas sens. Elles ont sens et elles fonctionnent, et les gens commencent avec ça. Et je le disais aussi, c'est plus étrange, mais quand tu regardes dans le marché des installations résidentielles en autoconso, donc où il n'y a pas de notion de batterie, où tu fais simplement, vous appelez ça en autoconso en France, nous on parle d'injection simplement, mais dans ce marché-là, on a commencé que sur des onduleurs connectés réseau type SMA, Fronius, et les grandes marques allemandes, européennes, autrichiennes, pardon. C'était merveilleux, mais 15 ans après le début de ce lancement du marché en 2008 chez nous, on se rend compte que l'écrasante majorité des onduleurs vendus sont beaucoup moins qualitatifs si on en juge au prix, aux origines aussi, et ils fonctionnent très bien. Le problème, c'est que le marché il va toujours vers ce qui fait sens d'un point de vue rapport qualité-prix, pas simplement, on ne vend pas que des Rolls-Royce, quoi. Et donc on voit bien que ça fonctionne, on voit que le service est là, on voit que les clients sont contents, et que ça permet simplement de faire un investissement parce qu'on n'aurait pas pu le faire si on avait dû investir de suite 3, 4, 5 000 euros en plus. Et moi j'ai une petite question justement, c'est quoi le budget, vu que vous avez quand même maintenant beaucoup de clients, c'est quoi le budget en 2023 et même peut-être depuis ces années, le budget moyen quand quelqu'un veut un kit? Il est toujours trop bas à notre goût, désolé. En fait, le facteur limitatif dans le budget, c'est que tout ce qui n'est pas panneau coûte relativement cher, prend une grosse partie, et trop de parties, il y a une trop grosse partie du budget qui est consacrée aux onduleurs et aux batteries dans les systèmes qui ne produisent rien. Et donc, c'est simple, l'autoconsommation pure et dure, je produis, je consomme en journée, c'est de loin le plus rentable, avec un investissement très faible, une durée de vie très élevée, très peu de stress sur les produits, ils ne font que ce qu'ils peuvent au moment où ils le peuvent, donc 10-12 heures par jour maximum, et à hauteur de ce que le soleil donne à ce moment-là. Ces systèmes-là, on peut les faire à 3-4 000 euros, ils fonctionnent très bien, ils font quelque chose de bien, ils sont très simples, ils sont très fiables. Et donc là, on commence avec un budget qui est finalement très serré. Dans ce que nous, on fait principalement, qui est vraiment notre core business, dès qu'on touche à l'hybridation des systèmes avec du stockage, là, malheureusement, même si on est, je vais dire, à 6 000 euros, peut-être 7 000 euros aujourd'hui de budget moyen, c'est trop peu. Ça ne veut pas dire que c'est trop peu pour faire quelque chose aujourd'hui, ça veut dire que sur le moyen terme, on va essayer que ce budget puisse évoluer pour atteindre une plus grande autonomie, parce que ça va être suffisant pour l'été vraisemblablement, mais si on fait d'un système quelque chose qui fonctionne très bien 2-3 mois l'année, alors qu'il y en a 12 à couvrir, d'autant plus les mois où l'énergie, et ce n'est pas encore le cas maintenant, mais les réseaux vont finir par s'y adapter, où l'énergie est très bon marché parce qu'elle est suffisante, on n'a pas de problème d'énergie, tous les problèmes qu'on a, à part pendant les problèmes de la guerre d'Ukraine, on a eu des soucis en août, ou septembre-octobre, c'était vraiment compliqué, on a travaillé beaucoup sur le GNL, mais globalement, on n'a pas ce genre de soucis. Dans les périodes estivales, on n'a pas de problème d'approvisionnement, la valeur de l'énergie n'est pas très élevée. C'est là évidemment que nos systèmes cartonnent pour pas bien cher. Celui qui a 8 panneaux, 9 panneaux, 10 panneaux peut dire fièrement, ben, je suis presque autonome, je vais dire, allez, du mois de juin au mois de septembre, octobre, presque tout le monde est autonome, si on considère sa production. Mais on a des chaque année, je te fais le coup. Oui, mais aujourd'hui, tu peux, il fait dégueulasse. En plus, on a fait un hiver d'enfer. Mais justement, et c'est là que le bas blesse, quand on cherche de l'autonomie dans les périodes les moins propices au photovoltaïque, sur ce budget, sur 6-7 000 euros, on coince parce qu'en panneau, on n'est plus très cher, on est en dessous de 200 euros à panneau, donc c'est pas ça qui prend le plus gros du budget. Mais le stockage, par contre, reste quand même relativement coûteux. Et donc, quelqu'un qui va même faire très attention pour descendre à 6, 7, 8 kW de conso sur une nuit, qui joue vraiment le jeu de maximiser son autoconso en journée, va quand même encore avoir besoin de 3-4 000 euros de batterie. Donc, si tu as 3-4 000 euros de batterie et un budget global de 6-7 000, ça coince. Mais c'est évolutif. Ce qui est bien, c'est que tu peux commencer à t'en servir dès 6 000. Et tu dis que s'il y a des manques... Mais je vais dire, après, c'est un moment, on peut commencer avec 6 panneaux, une seule batterie, machin truc. Et d'ailleurs, moi, je reste convaincu, même si nous, ça ne fait pas notre affaire de vendre des très petits systèmes, je reste convaincu qu'il vaut mieux mettre un pied dedans avec quelque chose, si on le fait de manière évolutive. C'est pour ça que quand on dimensionne, on essaye toujours de partir sur... Mais l'onduleur de base, 5 kg, n'a pas de sens. Souvent, tu mets 6 panneaux, tu n'aurais pas vraiment besoin d'avoir 5 kW de puissance pour dépenser l'énergie produite par 6 panneaux. Le truc, c'est que ce sont les seules machines qu'on monte en parallèle facilement. Et c'est pour ça qu'on va démarrer sur ce genre de puissance, de manière à pouvoir faire évoluer le système au fil des années. Et c'est pour ça que je dis qu'un budget de 6-7 000 au début qui fonctionne est certainement un peu trop léger pour faire quelque chose sur le long terme, mais on va le faire évoluer, c'est pas grave. Dis-moi, Julien, j'ai une petite question. Ça, c'est une question d'un abonné, donc souvent, avant de venir te voir, je leur demande s'ils ont des questions. C'est intéressant ou pas les trackers solaires?
Parce que c'est un gros budget quand même. Je ne sais pas si on a déjà parlé, c'est un énorme budget. On a commencé, si tu regardes là au fond, il y en a un qui est en soudure pour l'instant. Tu veux qu'on aille voir avant de parler des... On a commencé la boîte là-dessus. Hein. Donc le premier produit qu'on ait fabriqué, nous, c'était des suiveurs solaires. On en avait déjà, je crois, parlé. Je crois qu'on en a déjà parlé. Mais pas de financement. Le financement, il fait mal parce qu'aujourd'hui, le coût d'un suiveur structure électronique et mise en place comprise, ça va être de l'ordre de 5 000 € pour la structure, probablement largement plus de 1 000 € pour la mise en place, type tranchée, béton, câblage. Voilà ici un mât transversal de support et son pied vertical. Et avec ça, tu portes combien de panneaux? Ça, c'est un grand, une trentaine à mon avis. Ah, là-dessus, wow. Ouais. Ok, pour avoir c'est vachement épais hein, quand même. Ouais. C'est pas un truc déjà qui se monte tout seul? Non, ça se monte. C'est très lourd, hein, ça doit faire 200-300 kg cette pièce-ci. Nous, on avait une grue quand on en installait beaucoup. On avait une petite grue pour l'élever. Tu mets le pied, en fait, tu as une embase qui est boulonnée dans le béton que tu vas faire pour le support. Mais ça se rembourse alors ou pas, un truc comme ça? Parce que ça quoi, 5 000 6 000 € tu disais hein? Oui, mais ça, celui-là est plus cher que ça. Le coût de revient, je l'explique chaque fois parce que c'est plus vraiment notre produit phare, on en fait 2-3 l'année. Le coût de revient d'un suiveur solaire est vraiment au bas mot de 5 000 6 000 € structure et électronique comprise. Et dans ces budgets-là aujourd'hui, quand tu vois que tu gagnes 20-30% par rapport à une installation au sol, donc tu vas mettre simplement ton système comme toi tu l'as au sol, bah, tu vas économiser 20-30% de panneaux. Mais 20-30% de panneaux pour 5 000 6 000 €, en fait, tu mets beaucoup plus de panneaux pour ce budget-là que 20-30%. Donc on est d'accord que les suiveurs solaires, c'est uniquement pour les personnes qui seraient dans un endroit où ils ont besoin d'avoir un gros rendement, mais là, c'est oui, pas... si tu n'as pas beaucoup de place ou si tu es dans un talus où ça ne se met pas comme tu le veux. On a des clients qui mettent ça parce qu'ils ont des bêtes en dessous, si tu as des vaches, des trucs, des machins, que tu n'as pas envie qu'ils aillent autour et que tu n'as pas trop de place pour dire on va monopoliser une partie du terrain, ça a encore du sens. Mais je veux dire, on ne peut pas dire je mets un suiveur et je gagne de l'argent par rapport à une structure au sol s'il n'y a pas de problème de surface. C'est certain qu'en mettant 20-30% de panneaux en plus, et c'est dans tous les dimensionnements. Et au final, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, encore une fois, que dans ce qu'on investit, mais ça ne changera jamais. Il n'y a que le panneau qui produit. On peut retourner le problème comme on veut. Nous, on n'a qu'un truc qui est rentable, c'est les panneaux. Et donc, quand on est sur un suiveur, quand on est sur une structure, bah, évidemment, si on peut éviter le budget inutile en le compensant par un tiers de ce budget-là ou un quart de ce budget-là dans un peu plus de panneaux, d'une certaine manière, en été, ça permettra d'aller chercher encore beaucoup plus d'autoconsommation en journée. Et en hiver, ça fera la différence aussi. Alors, l'intérêt du suiveur, au-delà de ça, c'est que lui, par contre, il produit vraiment toute la journée. Donc, si je te dis avec 30% de panneaux en plus, tu produis la même chose sur base annuelle, là où moi je mens un petit peu, où je triche un petit peu la valeur, c'est que le suiveur va se lever, va être plein est, et donc va aller chercher un rendement maximum, ce qui sera presque vertical début de journée. Donc il dort à plat si tu veux, hein, donc il se met à plat le soir. Pour le vent, principalement à la base, mais parce que en fait, y a aucun, on utilise l'axe, la mise à plat comme valeur 0 pour savoir que tout va bien. Donc si tu veux, il y a un passage à 0 sur le sud tous les midis qui nous donne la valeur OK, je suis bien passé au sud, donc la motorisation axe est-ouest va bien. Et puis il y a la mise à plat qui fait le même job. Et effectivement, parce que tant qu'à faire la nuit, puisqu'on produit rien, on met les panneaux à plat et on les relève début de journée. Mais donc, quand on fait ça, on se rend compte que le suiveur va produire vraiment plus, même s'il y a 30% de panneaux en plus qu'une structure plein sud, comme tu vas l'avoir chez toi à l'Archipel, le suiveur est en plein est, il va vraiment y chercher du rendement. Là, à la rigueur, avec la même puissance, on va vraiment avoir une énorme différence très tôt dans la journée et très tard, fin de journée. Donc dans l'autonomie, ça pourrait vraiment avoir du sens, mais c'est toujours la même chose. Encore une fois, c'est vraiment, si tu as 5000 de structure, coût de revient, ça veut dire qu'on va le vendre plus cher que ça, que tu as la fondation, le câblage, le budget est vraiment, vraiment élevé aujourd'hui. On est content de le vendre, c'est pas la question. D'ailleurs, on fait un développement d'une nouvelle carte électronique, donc on croit qu'il y aura encore un intérêt. Mais il faut aussi de constater que celui qui a un peu de place, qui va mettre 3 orientations, encore un truc qu'on fait souvent quand on a un peu d'évolution dans le système, on va toujours débuter avec des installations plein sud, parce que c'est évident, c'est là qu'on produit le plus, mais généralement les ménages consomment énormément en fin de journée, beaucoup plus qu'à la mi-journée, donc on va mettre des panneaux aussi à l'ouest en faisant évoluer le système, et puis tôt ou tard se dire finalement le matin je suis toujours un petit peu limite en batterie, et là c'est les panneaux qu'on aura à l'est qui vont aider. Donc un suiveur va faire tout ça lui-même, c'est le principe évidemment automatiquement, il va avoir l'avantage de pseudo-déneiger les panneaux pour les cas où on est
dans des zones qui peuvent être enneigées, puisque en mettant sa position verticale, ça aide quand même vraiment. Ouais, un suiveur, je veux dire, si tu es sur ta structure, toi, tu as facile d'aller déneiger, si tu es en autonomie totale, tu vas le faire toi-même, si tu dis, bah, c'est ça où j'ai pas d'électricité. Le suiveur, il y a une chance que tu n'aies même pas besoin de le faire, parce que quand il va se mettre début de journée, il va s'ouvrir vraiment presque verticalement, et donc là, on a une bonne chance, il y a un peu de soleil, que la neige glisse bas des panneaux. Donc, s'il y a un avantage, c'est évident. Le problème, c'est que pour faire un truc un peu costaud, c'est pas un truc qu'on peut faire pour 2000 € et dire ok, mais un suiveur, c'est un petit investissement en plus. Non, il y a vraiment un gros budget en plus. Donc pour une petite famille, c'est inabordable, quoi. Mais tu sais, moi je dis ça, si tu regardes sur 30 ans, j'en sais rien, parce que c'est costaud. Et franchement, les premiers qu'on a fait il y a 15 ans, il n'y en a pas un qui a bougé, il y en a un qui est tombé pour des questions de boulonnage, et c'était de notre faute totale. Mais on n'a jamais eu une cassure dans une soudure, un machin, un truc qui fait qu'on se dit merde, ce suiveur est foutu, on ne peut pas. Oui, ça peut fonctionner. Ça dure. Ça peut se réparer. On utilise des moteurs, des couronnes d'orientation qui sont les mêmes que dans une excavatrice, dans une mini-pelle de 3-4 tonnes. C'est un machin comme ça, je ne sais pas si on en voit là, mais enfin c'est énorme, ça ne bougera jamais. Tu as un moteur qui claque de temps en temps, de l'électronique qui peut poser un problème, mais tu vas toujours pouvoir redémarrer ton suiveur. C'est hydraulique ? Non, ce sont des vis. Non, c'est pas hydraulique, ce sont des vis. Non, c'est purement mécanique. C'est une vis, je pense qu'on dit toroïdale sur une couronne qui tourne, mais c'est démultiplié. C'est un moteur qui ressemble au moteur d'essuie-glace. Donc c'est simplement ultra démultiplié, ça tourne très lentement, très chiant la mise en service quand tu dois regarder ton suiveur passer de l'ouest à l'est, ça prend une plombe, vraiment une plombe, parce qu'après on s'en fout d'aller vite, justement, on veut que ce soit démultiplié pour une question de couple et de résistance au vent, puisqu'en fait à ce moment-là la démultiplication nous aide d'un point de vue mécanique, puisque si le vent pousse, il doit se battre contre cette démultiplication-là, il n'y arrive pas du tout, mais c'est très lent, donc il n'y a pas beaucoup d'usure, s'il est monté droit, le pire qu'on ait eu c'est des installateurs dans notre beau pays qui les montaient légèrement. C'est débile parce que tu as des tiges filetées dans la semelle. Et je ne crois pas que tu les verras là, mais sur la semelle ici, c'est pas la semelle, ça, c'est la couronne d'orientation. Ça ressemble à ça, la semelle, mais elle est beaucoup plus grande, elle sera de l'autre côté. Tu as toutes des tiges filetées comme ceci. Qui vont permettre justement de régler la hauteur pour l'avoir tip-top de niveau. Et donc là, il ne force absolument pas. Avec un moteur qui fait une centaine de watts, on fait tourner la structure qui fait 30-40 mètres carrés sans aucun souci. Et c'est quelque chose qui va être, pour moi, c'est increvable. Le suiveur, je ne vois pas encore mécaniquement, je parierais sans aucun problème sur 50 ans, mécaniquement sans aucun problème. Donc ça peut avoir un intérêt, mine de rien. Oui, parce que si, moi je regarde toujours à très court terme parce que je suis orienté webshop où on va aller vendre un produit que quelqu'un voit, il vient avec, ok, j'ai vu ce truc à 5, 6, 7 000 €, j'aimerais bien en faire ça à la maison. On ne va pas arriver derrière en disant que là, oui, n'hésitez pas à mettre un suiveur pour 8 9 000 € en plus, on vous arrange un truc génial, ça ne marche pas. C'est pas le genre d'investissement, mais c'est vrai qu'on en fait encore. Mais même ici, en Belgique, ça s'est calmé parce qu'avec le prix des panneaux, les gens ont trouvé une manière de mettre plus de panneaux et de pouvoir éviter d'utiliser un suiveur. Et même limite au nord, enfin face nord, tellement ça vous plaît. Ah oui, mais on le fait, hein. Chez nous on le fait vraiment maintenant. J'avais entendu parler, ouais. Et c'est rock'n'roll parce que franchement, la production au nord c'est quand même vraiment beaucoup plus faible, 30-40% en moins que sur une orientation au sud, mais on le fait parce que les gens qui ont une énorme consommation et qui n'arrivent pas à la compenser avec un seul versant vont le faire parce que ça reste rentable. Le coût, je rappelle, le coût du panneau il est très faible par rapport à l'investissement. J'ai bien envie qu'on s'attaque à ce qui est un petit peu plus compliqué maintenant. Salut Dominique. J'aimerais vraiment qu'on voit ensemble la partie test. Je voudrais que tu me dises, est-ce qu'il y a une très grosse différence entre les onduleurs en consommation à vide? À vide, très grosse par rapport je veux dire, on a des valeurs tellement faibles que oui. C'est-à-dire que tu as un onduleur qui va faire 20 watts et l'autre qui va en faire 40, 50, et donc tout le monde va dire oui, c'est énorme. En mode économie d'énergie, pas du tout. Réellement, il y a un mode d'économie d'énergie, on lui fait une mauvaise pub en disant que c'est pas utilisable. La réalité, c'est que ça ne permet pas de redémarrer une consommation très faible. Donc, si tu as ton chargeur de téléphone sur ta table de nuit, ça ne va pas charger. Si tu as une LED, ça ne va pas charger. Mais réellement, ça fonctionne à merveille. Quand ton frigo a besoin de puissance, le système va redémarrer sans aucun problème. Et là, pendant le mode d'économie d'énergie, en 2 périodes où tu as besoin d'énergie, tu vas tomber à 0,3, 0,4 ampères tiré sur la batterie.
je parle en ampères sur la batterie, on va vite le convertir en watts, puisque on va dire que ça fait 15-20 watts si on est à 50 volts sur la batterie, parce que quand nous on fait les tests, pour ne pas avoir de marge d'erreur, on va communiquer directement avec la batterie, se mettre sur son BMS et simplement lire la valeur de son shunt, et donc de sa partie. Le shunt, c'est le composant électronique qui mesure le courant qui passe dans un circuit. Et c'est ce qu'on prend comme valeur, parce qu'elle est totalement fiable, surtout qu'on prend 2 batteries et qu'on les inverse pendant nos tests, pour être sûr qu'il n'y a pas une erreur de shunt et de mesure. Il y a toujours rien n'est parfait en électronique et tu pourrais avoir une petite marge d'erreur entre un et l'autre. On inverse et on voit que finalement, en économie d'énergie, les différences sont ultra faibles, mais c'est vrai que ça ne permet pas du tout de dire j'ai mon petit réveil 230 volts qui consomme 5 watts, qui reste alimenté, il va s'éteindre. Tout ce qui est très petit consommateur va s'éteindre. C'est le principe même du mode économie d'énergie, c'est vraiment de couper complètement le circuit de puissance quand il n'y en a pas besoin, et le besoin se fait à partir de 60-70 watts vers là. Donc, ça permet là, en hiver, c'est pas la meilleure solution selon moi, on l'a mise en place chez toi la meilleure, mais c'est une solution sans autre investissement pour consommer très peu. La réalité, c'est vrai que dans les onduleurs all-in-one, donc quand on a une machine qui est tout intégrée avec le contrôleur de charge solaire, le contrôleur de charge réseau, la gestion batterie évidemment et le convertisseur, on a une conso à vide qui est relativement élevée, et ça vient en grande partie par la température de ces composants, puisque tout est dans le même casing. On a une température qui est relativement élevée puisqu'on n'a pas beaucoup de place pour l'onduleur, et donc on a une ventilation qui est beaucoup plus présente que dans les machines séparées. Ça veut dire qu'on travaille. D'ailleurs, il y a une autre réalité derrière. On a commencé avec tous des composants 80 degrés dans ce qu'on utilisait. Aujourd'hui, c'est des composants 120 degrés. Ça veut dire que le même composant qu'il y a quelques années peut travailler 40 degrés plus haut en température. Il va être stable 40 degrés plus haut. Et donc, on va généralement on va autoriser un dégagement de chaleur supérieur. Ça permet simplement aux fabricants de mettre un peu moins de composants et de tirer un petit peu plus sur ces mêmes composants puisqu'ils sont devenus plus fiables. C'est généralement la gravure des composants qui a diminué, qui permet normalement simplement de faire diminuer la température, mais puisqu'on les fait travailler un peu plus fort, ça engendre une montée en température. La vraie différence entre un système où tu vas avoir ton onduleur séparé de ton contrôleur de charge, de ton système monitoring ou de tout ce qui est connexion, interconnexion des appareils, c'est que puisque tu as tout dans des casings séparés, ton contrôleur de charge solaire qui génère énormément de chaleur pendant le travail en journée, on va parler de rendement de 95%, même si c'est plus dans certains cas, ça veut dire qu'il y a 5% qui sont de la chaleur, donc si tu produis 1000 watts, tu as au minimum 50 watts de chaleur, pour un poêle à granules c'est 100 watts pour démarrer la combustion, donc ici on est à la moitié de ça en dégagement sur 1000 watts, c'est rien 1000 watts, on a maintenant des contrôleurs de charge qui font 5-6 000 watts, non mais c'est rien parce que... T'as vu, moi je peux te dire qu'en plein hiver, hors réseau, je parle tu le sais en tant que personne hors réseau, même 50 watts, non mais oui. C'est important. Non, mais pour ça, bien quand sûr, tu dis c'est rien 1000 watts, tu me vas faire non, la mais je veux dire, par rapport à ce qu'on vend, nous, 1000 watts de production en instantané, c'est pas un extrême du tout, c'est même la valeur basse. Quand tu dimensionnes bien un système, tu vas vite monter à 3-4 000 watts en production. Ça veut dire que le dégagement de chaleur simplement de l'MPPT va probablement atteindre 200 watts. Ça, on ne fait pas franchement, on n'a jamais fait les mesures réelles. On n'a rien pour mesurer du thermique comme ça. Mais c'est évident, puisqu'on connaît le rendement de l'appareil et sans le mesure, et qu'on sait que le reste est de l'effet Joule et que ça va faire de la chaleur. Donc il y a un dégagement qui est très élevé, il faut le ventiler. Les 200-300 watts qu'on va avoir en journée, il va falloir les évacuer. Et là, on a une conso qui est relativement élevée sur le système parce que il va ventiler et il consomme pour évacuer cette chaleur. Et le soir, on a une carte qui est déjà chaude et qui ne va pas retomber en température aussi vite. Et donc, clairement, on a une consommation qui est un peu plus élevée. Et c'est là que j'en venais où je dis, parce qu'on s'est tracassé de ça, on se dit, tiens, finalement, on nous reproche régulièrement ce genre de conso en disant, tiens, mais c'est pas rentable votre système parce qu'il consomme 30 watts en plus. Et on s'est dit, mais qu'est-ce que ça engendre sur une année, de manière réelle, sur base de mesures réelles, pas simplement à vide, parce que le plus con qu'on puisse faire comme mesure, c'est quelqu'un qui prend l'onduleur, il le met là, et il va faire une mesure à vide en disant, ah regarde, quand il se passe rien, lui il consomme 20 watts, l'autre en consomme 45. Et c'est parce que les personnes se disent, attends, déjà que j'ai pas beaucoup, enfin je me mets à la place des personnes qui disent ça, parce que je peux comprendre. Déjà que je ne produis pas beaucoup en hiver, s'ils consomment alors que j'en ai pas besoin, c'est là où tu me dis que le mode d'économie d'énergie... oui, mais c'est pas que ça. Imaginons que tu aies 25 watts de conso en plus, ou 30, on va faire 30. Et je vais aller très loin dans le livre, tu prends 16 heures par jour, c'est-à-dire où il n'y a pas de production. Il n'y a pas ce problème-là pendant la production. Et quand tu es en train de produire avec les panneaux, on constate très très peu de différence de rendement. Donc entre ce que l'onduleur reçoit des panneaux et convertit réellement en milliampères ou en ampères batterie,
pendant la production, c'est très faible, la différence est négligeable. C'est vraiment parce que quand l'onduleur travaille globalement, tous ont une consommation, je veux dire, que ce soit ton MPPT ou ton onduleur, il y a quelque chose qui se passe, et donc on n'est pas du tout à vide, et là où on était peut-être à 20 watts à vide d'un côté, on monte à 30, et l'autre qui était à 45, on reste à 40. Il n'y en a pas, enfin, elles sont négligeables. Par contre, là où elle est gênante, c'est celle que tu dis, c'est vraiment quand on n'a pas de consommation. Tu es en hiver, tu as produit très peu sur la journée, et tu as besoin de 3 fois rien pour la nuit, mais tu en as besoin. Et là, tu as vraiment une conso qui est supérieure à la rigueur de l'onduleur à ta conso réelle. C'est-à-dire, le mec qui a simplement sa petite LED de 230 volts de 4 watts qui tourne dans la maison, s'il allume notre super onduleur pour l'alimenter, il va consommer beaucoup plus pour allumer l'onduleur que ce qu'il reçoit en énergie lumineuse dans sa LED. Donc, c'est effectivement une hérésie. Au-delà du fait de, comme chez toi, d'avoir un petit onduleur en parallèle de ça, on s'est rendu compte que finalement, ces 30-40 watts, même sur 16 heures de nuit, ça fait 500 Wh. Je ne parle pas pour le merveilleux pays qui est le nôtre, où l'ensoleillement en hiver est relativement serré, mais chez vous, presque partout, pas vraiment à Lille non plus, mais tu vas compenser ça largement avec un panneau. Allons large. Un panneau de plus. Allons large et mettons-en 2. On est 400 € plus cher pour 2 panneaux, mais le système de fixation et un peu de câblage, mais même 2 panneaux généralement ne génèrent pas plus de câblage, enfin, on est peut-être à 500 balles de différence. Sauf que ces 500 balles-là, c'est tout le reste de l'année, ils vont être utiles aussi. Parce que réellement, quand on est en conso, et là, chiffre à l'appui, puisqu'on s'est amusé à le faire pour voir si vraiment il y avait cette différence, dès qu'on dépasse 1000 watts de consommation, la différence en 2 systèmes, elle est ultra faible. Et ça, j'invite simplement à ceux que je connais qui font des tests, et je les regarde d'ailleurs. Donne des noms, allez. Non, je ne donne pas des noms. Oui, ils se reconnaîtront certainement s'ils regardent. Ils ont toujours tendance à faire tout à vide, ça n'a pas beaucoup de sens. Je peux te poser une question déjà avant qu'on commence, parce que j'aime bien aussi, c'est qu'on parle sans langue de bois, on peut se permettre. Le Victron, c'est 4000, enfin celui que tu présentes. Si j'enlève les remises, mais c'est ce qui est marrant chez Victron, c'est que tu as un prix officiel, il est super merveilleux parce que 100% des vendeurs en ligne, hors nous, indiquent un prix 15% remisé, puisque Victron autorise une remise de 15%. Donc ils ont un prix officiel que personne ne respecte, même pas les distributeurs Victron, donc c'est merveilleux. Tu sais qu'ils sont tous morts parce qu'ils vont dire « J'ai vu une vidéo de l'archipel, je veux 15 de moins là tout de suite ». Mais ils les auront. Là-dessus, personne va... Enfin, c'est ridicule, ils ont un prix qui est affiché, que nous on s'amuse à afficher, mais quand tu fais le devis réel avec des machines comme ça, il faudrait être fou pour laisser le prix de base. Personne ne va l'acheter puisque tout le monde va comparer. C'est très comparable, évidemment. Hein. Un Victron, ça ressemble à un Victron. Mais c'est pour ça que je dis, nous on a testé là-dessus parce qu'on les vend, c'est tout. Et donc je veux pas qu'on se focalise sur une marque plus qu'une autre. C'est une bonne marque et il y en a d'autres. Je pense très sincèrement, Studer, qu'on ne vend pas pour moi, est au moins aussi qualitatif, voire plus. On me demandait de faire une hiérarchie à peu près des marques et des... Mais tu sais, moi je le fais sur base de mon expérience, mais j'ai un client, tu es allé le voir, Bruno, là, qui a du Studer, où il a eu des gros soucis sur l'install, et on a repris tout l'install en main, et il me dit que ce qu'on fait, on mettait le WK, je dis mais on touche pas, t'as des Studer, on garde bien ça, c'est merveilleux, ils n'ont rien, on va bien les utiliser, donc c'est des très bonnes marques, mais encore une fois, un Studer en 5 kg, ça doit être 4000 balles, j'en sais rien, enfin, c'est des budgets relativement élevés, et donc c'est pas ce qu'on a le plus facile de proposer dans un devis quand on a un budget à respecter avec le client. Mais ici, ce qu'on a fait, on a testé cette marque-là parce qu'on la vend. Donc ça, le bleu qui est le Victron, c'est un 5 kg. 5 kilos. Et à côté, c'est le Circle que tu nous avais présenté. Ouais. C'est quoi la différence de prix entre les deux? On va commencer par... Mais quand tu prends les 15% de remise, moi j'ai fait aucune remise, donc je prends le prix. Tu n'as pas de remise chez nous, tu connais personne du WKS, et puis j'ai fait les 15% sur l'ensemble de ce qu'on utilisait pour simuler ce qu'il y a dans un WKS. J'insiste, c'est d'un point de vue fiche technique. Je ne dis pas que la qualité est identiquement la même, c'est pas ce que je veux dire, mais si je prends la fiche technique, j'ai 5.6 kVA, j'ai 5 kVA, j'ai un contrôleur de charge 120 ampères, j'ai mis dans le devis un 100 chez Victron parce que c'est ce qui s'en rapproche le plus, pas celui qu'on a utilisé nous pour nos tests, parce qu'on n'avait pas besoin, on n'avait pas cette puissance-là à gérer, et j'ai mis l'interface qui me permet de communiquer avec les batteries. Bah, le budget équivalent en remise, on parle de 1100, je ne sais plus combien pour l'onduleur WKS, et plus de 4000, et remettons le plus juste, 3500, 3600, suivant le prix qu'on a, suivant les différents distributeurs en Victron. Donc on compare un truc qui est presque 3 fois plus cher ici. Juste pour pas qu'on perde les personnes, si des personnes arrivaient sur la chaîne de l'archipel pour la première fois, en 1 minute,
à quoi ça sert cet appareil, que les gens comprennent pourquoi c'est important. Et justement, c'est plus facile de le comprendre avec un appareil où c'est séparé. Ici, chez Victron, ils ont un chargeur réseau et un convertisseur dans une seule machine. Ça veut dire que ça permet d'amener le réseau, si on a le réseau sur place. Quand je dis réseau, on peut retenir qu'un groupe électrogène, c'est la même chose que le réseau. Et donc, on va lui donner du 230 si nécessaire, parce qu'il y a quand même des jours où on est un peu serré en hiver et que certains clients n'ont pas envie de vivre comme toi, d'amour et d'eau fraîche tout l'hiver en attendant que le soleil veuille bien revenir, surtout s'ils vivent en Belgique, sinon ça fait longuet. Et donc, là-dedans, on va avoir la partie qui va recharger les batteries au travers du réseau et surtout qui va décharger les batteries pour faire du 230 volts. Donc, c'est les systèmes qui vont dans les deux sens. Je lui donne du 230, il charge ma batterie en 48 et il décharge ma batterie en 48 pour faire du 230. Donc ça, c'est la partie onduleur. Puis on a un contrôleur de charge solaire qui, lui, c'est un modèle, c'est pas spécifiquement celui qu'on aurait dû mettre là-dedans, parce que c'est à 250 volts et qu'on devrait comparer à 450, mais c'est la partie sur laquelle on va connecter les panneaux de manière à pouvoir convertir la production des panneaux, qui est généralement ici jusqu'à 250 volts, à des tensions beaucoup plus élevées que la batterie. Je vais mettre de l'autre côté, vas-y. Ouais, et on la convertit à la tension de la batterie. C'est là la batterie qui va dire justement au système la tension à laquelle il doit travailler et le courant qu'elle souhaite recevoir, en tout cas pour les batteries lithium qui communiquent maintenant. Et donc on voit ici ce qui est séparé en 2, 3, 4 appareils, le monitoring et puis la communication entre les différents appareils qui est faite par le Cerbo GX ici, qui est finalement intégré dans une seule machine ici. Il est évident que la mise en place de ce système-là par rapport à celui-ci, c'est plus chronophage. Réellement, c'est un argument pour beaucoup de nos clients. Moi, je modère ça au minimum parce que tu vas pas faire ça 10 fois dans ta vie. Ce montage-là est un petit peu plus long à faire, et c'est vrai que si tu t'y mets en 2-3 heures, tu peux quand même avoir tout mis au mur et puis un peu réfléchir ton système. C'est faisable pour beaucoup de gens de le faire assez proprement sans y passer 2-3 jours. Maintenant, il n'y a rien à faire, ceci étant tout intégré. Ça, le sacré inconvénient qu'en cas de pépin, tu n'as plus rien qui fonctionne du tout. Imaginons que j'ai mon multiplus qui crame chez un client, ça n'empêche que la production des panneaux fonctionnera, et il suffit d'avoir un tout petit contrôleur, un petit convertisseur. Ouais, c'est chouette. C'est un petit convertisseur à côté, tu t'en fous, tu dis ok, je peux plus consommer beaucoup, mais j'ai encore de la production, et vice versa, si tu n'as plus de contrôle de charge, mais contrôle de charge, c'est vraiment rare que ça crame. Si tu as ton contrôleur de charge qui pose problème, tu auras toujours la possibilité de vider ta batterie, le temps de résoudre la situation ou de travailler sur le groupe électrogène. Ici, on a tout qui est intégré. Parce que moi, j'ai une autre question, parce que ça, c'est un des trucs pour moi qui est vachement important. Il y a donc 4000 à peu près euros de différence entre les deux. Non. Tu avais dit 4,5 et non, l'autre 3005, 3006. Ah, c'est 3, d'accord. 1100, non, c'est plus donc il y a 2000 et des poussières. Ouais. Est-ce que donc le Victron, il dure 3 fois plus longtemps en durée de vie que le WKS par exemple? Non, et j'ai toujours été très clair là-dessus parce que ça nous pète à la figure si on arrondit les angles là-dedans. J'ai toujours été très clair, surtout avec les clients, et d'ailleurs quand on se fait engueuler parce qu'il y a un souci chez un client sur un onduleur, je suis toujours très sûr de moi et de mes équipes pour ne pas être allé dire un onduleur c'est infaillible, ça va durer 15 ans. On est certain qu'un onduleur, on est très content que ce font 7, 8, 10 ans, j'ai déjà dit, ça ne changera pas. On voit que la fiabilité augmente, on voit vraiment une différence de fiabilité dans les machines aujourd'hui. Dans les deux marques? Ouais. Franchement, non, je ne peux pas parler de Victron, ça représente 3% des ventes chez nous. Je ne suis pas assez connaisseur de la marque pour vraiment donner mon avis dessus, ce ne serait pas très honnête de ma part. Mais ici, sur tout ce qui est WKS, oui, sans aucun doute, la fiabilité est vraiment, vraiment bonne aujourd'hui. Donc, nous, on voit que c'est difficile de justifier l'investissement, la différence juste là-dessus. Mais ça n'empêche, je le dis, je comprends bien qu'une partie de la clientèle ait envie d'acheter de l'européen. Alors là, je t'inviterai à filmer ce qui est juste ici. Alors je ne sais pas si je pourrais zoomer à ce point-là, mais peu importe. Ça me fait penser un peu à l'iPhone. C'est conçu, pensé et imaginé en Netherlands et fabriqué en Inde. Ouais. Tu sais que j'étais vachement étonné. Inde, Philippines et... Attends, est-ce qu'ils fabriquent? Il y a 2-3... on le voit, mais tu sais... Et l'autre, c'est en Chine, le WKS. Okay. Taïwan. Non, la conception est à Taïwan. Les bureaux, d'ailleurs, sont à Taïwan. Okay. Mais la fabrique... Mais ceci dit, si tu démontes le machin, que tu vas voir les composants électroniques qui sont dedans, si c'est assemblé en Inde, les composants sont majoritairement asiatiques. J'en sais rien au moment où je te le dis. J'en suis totalement convaincu. Le marché des semi-conducteurs est tel que, à part les Chinois, il n'y a pas grand monde qui le fait.
la guerre qui se propage avec Taïwan ou qui pourrait arriver tôt ou tard, c'est justement la mainmise de l'emprise que la Chine veut garder sur Taïwan, qui est très clairement la tête pensante du continent asiatique pour tout ce qui est électrotechnique, et puis qui, l'assemblage, ceci dit, vraiment la fabrication pure et dure en série, c'est fait sur le continent. Et donc, il y a un pôle. C'est triste, vraiment triste. J'avais parlé des investissements européens il y a un an ou deux, je ne sais plus. Justement, là-dedans, on le voit clairement. En fait, les têtes pensantes, comme toujours, mais je crois qu'il est temps de se rendre compte que la valeur ajoutée du côté tête pensante, soit on se dit que les autres sont vraiment cons et qu'ils ne vont jamais comprendre ce qu'on fait, qu'ils ne vont pas pouvoir améliorer ou copier, et là, il faut vraiment être fou, mais imaginons, on se dit ok, tout va bien, mais la réalité, c'est que du côté de la Chine, quand ils fabriquent quelque chose pour quelqu'un, il aura fallu un petit moment pour comprendre, l'adapter. Et aujourd'hui, le machin que tu tiens en main, qui coûte plus cher que n'importe quel autre truc pour faire une vidéo, il a été fabriqué en Chine, pour 4 fois moins cher, et il est tout aussi puissant, je confirme. Et donc, ce que tu veux faire là-dessus, à un moment, on doit se rendre compte que ce marché-là, qu'on le veuille ou non, là, maintenant, celui qui dit l'inverse, c'est fou, on l'a perdu. On peut essayer de croire qu'on achète de l'européen, on peut se donner une bonne conscience en disant j'ai acheté du machin hollandais, j'ai acheté une marque allemande ou un machin. C'est fini, on le voit, il y a une crise des composants il y a quelques mois. Pour ceux qui ne l'ont pas compris, je trouve ça fou. Ça m'étonnerait que les gens les plus compris. Il n'y a plus rien de fabriqué en France. On perd nos industries tous les jours. Il n'y a pas une... Mais je te parle de petite industrie. Là, on est sur quelque chose de très compliqué. Comment tu veux qu'on se relance? On n'a aucune base. On n'a rien. Là-dedans, sur le marché des semi-conducteurs, sur tout ce qui est très compliqué... Non, mais c'est vrai, mais sur tout ce qui est très compliqué, dans les évolutions qu'on fait, l'Europe, dans les fonds FEDER, et c'est digital, je ne sais plus quoi, le nom de l'investissement, j'avais parlé, c'est monté à 140 milliards l'investissement qu'ils veulent faire là-dedans. On est, nous, les Européens, en train de réfléchir à savoir quels interlocuteurs on va prendre dans chaque pays pour voir les objectifs qu'on va mettre en place, qu'on va essayer d'atteindre pour les semi-conducteurs, pour tout ce qui est digitalisation et choses comme ça. Pendant ce temps-là, le marché, il avance. Hein. Donc, pendant que nous, on réfléchit à ce qu'on va faire avec l'argent qu'on finira un jour par dépenser, il y a d'autres boîtes qui le font. Et donc, tout ce qui est aujourd'hui intelligence artificielle, semi-conducteurs, tout ce qui est circuit de puissance, ben, franchement, ça tourne vraiment. Il y a encore un peu les Américains qui essaient de garder la main dessus, mais qui ont bien du mal. Mais ça tourne vers la Chine. Et je ne sais pas si c'est mauvais, hein, globalement, j'en sais rien, parce que puisqu'ils l'ont fait et qu'ils le font bien, moi je dis simplement une chose, je crois en la loi du marché d'une certaine manière, et d'ailleurs, sinon, il suffit de le défendre en achetant des onduleurs français ou belges. Ça existe? Non. Le gars, c'est une boutade. Ah, la boutade. Non, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça que je veux dire. On peut essayer. On peut pas pisser sur ses pieds et puis s'étonner qu'on est mouillé. C'est ce qui se passe avec le marché. C'est l'expression belge. C'est dégueulasse. On sait qu'on achète des composants et on sait qu'on fait fabriquer presque 100% des composants. J'ai lu un chiffre qui était intéressant, on est passé de 22% du marché des semi-conducteurs en 98 en Europe à 8% aujourd'hui mondial. Donc les semi-conducteurs, on fait même plus un truc sur 10 qui sort sur le marché mondial. Si nous on était à 22%, pourquoi est-ce qu'on a perdu ce marché-là? C'est-à-dire, tu as des entreprises qui avaient les investissements, qui avaient le know-how, qui avaient ce qu'il fallait pour le faire, et puis qui sont fait dépasser. À un moment, c'est qu'on n'a pas fait le job qu'il fallait, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Alors, je suis le premier à dire qu'il faut se battre pour relancer ça, mais là, maintenant, croire qu'on peut acheter des composants européens pour des circuits de haute puissance comme ça, à des tarifs cohérents, ça n'existe pas. Et les assembleurs que sont les fabricants comme Victron, SMA, Fronius, de composants, vont simplement choisir les bons composants. Ils ont certainement cahier des charges, ce qu'on essaie de faire nous aussi, à notre échelle, mais il y a un cahier des charges qu'on établit à l'européenne, on sait ce que le client peut tolérer ou pas, mais en attendant, on est quand même en train de faire notre marché sur des composants qui sont totalement chinois. Et ça, avant que ça ne revienne, mais je suis le premier, moi, je dis haut et fort, si vraiment un jour je peux trouver une solution pour avancer là-dedans de manière sérieuse, où on n'est pas en train de refaire du rebranding, ou recoller des autocollants sur des trucs pseudo-européens, ben là je serais d'accord de promouvoir ces produits-là plus que tout le monde. Mais punaise, on n'en est pas là. Hein. Dis-moi, toi qui es quand même dans le milieu depuis plus de 15 ans, je pense, tu étais installateur avant. Tiens, j'en profite pour poser une question, je crois que je ne te l'ai jamais posée. C'est quoi ta formation? Parce que, alors, on s'est aperçu, j'étais avec Catherine, on était en plein milieu de nulle part, dans le Tarn. Il y a un jeune de 22 ans, William, je le salue, il vient me voir, il était ingénieur aux mines. Il vient me voir et il me dit, mais il y a des jeunes qui te regardent, donc je les salue. C'est quoi ta formation pour être autant calé? Décevoir tout le monde.
T'es carreleur mosaïste. Même pas. J'ai commencé l'informatique et puis j'ai ouvert mon premier commerce. Et j'étais indépendant avant 18 ans. Moi, j'ai été émancipé par ce qu'on appelle le gouverneur et j'étais indépendant bien avant l'âge. C'est pour ça que je suis entouré de gens comme Jean-Sébastien, François, des ingénieurs, parce que moi, j'ai pas ces compétences-là. Mais évidemment, à force ça fait quand même plus de 20 ans que je suis dans le technique, plus vraiment. Mon registre de commerce, il a plus de 22 ans, donc il y a vraiment longtemps, j'ai 41 ans, donc il y a longtemps que je suis dans le domaine. Mais formation pure et dure, j'en ai pas fait. J'ai fait 6 mois d'électronique à l'école et j'étais vraiment pas doué. Et donc j'ai lancé mon commerce en plein milieu de l'année pour plus jamais retourner sur les bancs d'école. Donc pour toi, l'auto-formation, ça peut être un bon conseil pour... C'est dangereux, hein. Je ne vais pas dire que c'est le bon conseil, je ne sais pas si je dirais ça à mon fils. En tout cas, apprendre et à travailler réellement dans une entreprise, je suis certain que ça porte ses fruits. J'ai travaillé beaucoup plus que l'écrasante majorité de mes collègues entre 17 et 18 ans, et peut-être plus maintenant, parce que maintenant j'ai un rythme de vie qui est plus standard, mais pendant 15-20 ans, j'ai travaillé beaucoup plus que l'employé normal. Et le fait de ne pas avoir assez travaillé à l'école, c'est certainement ce que j'ai repayé. J'ai dû vendre mon temps de travail, quoi. Donc voilà, mais ceci dit, ça m'a appris beaucoup de choses aussi, et j'en suis très content. Moi, je regrette rien globalement. Ça ne veut pas dire que je ne serais pas heureux d'avoir une formation technique un peu plus poussée. C'est pour ça que je lis énormément et que j'apprends beaucoup de choses au jour le jour. Je pense que d'ailleurs, aujourd'hui, pour moi, c'est même plus... Je préférerais largement engager quelqu'un qui me dit « Moi, je suis intéressé par le domaine », au point que de temps en temps, le soir, je lis 2-3 articles, je m'intéresse et je loupe pas les news de ce qui se passe dans le domaine et je vais comprendre ce qui est en train de se passer, plutôt que quelqu'un qui me dit, moi j'ai fait 5 ans à fond, j'ai vraiment donné tout, maintenant c'est bon, hein, tu vas pas m'emmerder, je fais mes trucs, je suis carré, c'est bien. Mais non, je préfère quelqu'un qui se forme de manière continue. On n'empêche pas l'autre, hein. Tu peux avoir le summum, c'est le mec qui est super bien formé à l'école et puis qui continue à se former au jour le jour. Oui, un passionné, c'est évident. Là, je reviens toujours, tu sais, en tant que consommateur, c'est quoi la réelle différence entre les deux sur le prix? Qu'est-ce qu'il a de plus, le bleu que le Circle, le Victron que le Circle? Réellement, je suis certain d'une chose, des années d'R&D et de peaufinage de produits. Et puis, comme toutes les boîtes européennes, une écoute du client qui est certainement supérieure. C'est-à-dire que là, c'est nous qui allons gueuler sur l'ingénieur, et encore, c'est très rare qu'on ait en direct l'ingénieur, qu'on lui dise voit ceci avec le bureau d'ingénieur, il va traduire cette info, et au bout de quelques évolutions, on va en voir ce qu'on veut. Ici, je pense que le mec qui fait le produit, de suite, le voit comme, en tant que client et comment lui l'utiliserait. Et ça reste, et tant mieux, hein, je l'ai déjà dit, il n'y a pas grand-chose qu'on a vraiment à mettre en avant dans les onduleurs en Europe, mais je pense, et d'ailleurs c'est de moins en moins vrai sur beaucoup de marques, j'en veux beaucoup à SMA d'avoir loupé, à mon sens complètement, qui était vraiment la marque qu'on adorait le plus avant, l'expérience utilisateur en termes de connexion Wi-Fi, enfin connexion au service de monitoring, ouais, c'est bien pire qu'il y a un an, bien pire, ça s'est vraiment empiré. Et tu vois les boîtes maintenant de toutes parts, et donc principalement chinoises, mais de toutes parts vraiment évoluer très vite. Ils savent qu'aujourd'hui, de toute façon, en termes de rendement, on est loin, en termes de qualité de produit, on est très loin, et donc c'est l'expérience utilisateur qui vont commencer à essayer de rendre de plus en plus sympa. Et là, les Européens avaient une vraie plus-value, certainement aussi Victron. Maintenant, voilà, encore, quand je vois l'écran d'un Victron, ou quand je vois les infos qu'ils me donnent sans avoir tous les appareils externes, c'est quand même pas génial non plus. Je suis très content de voir le nouvel écran qu'on a eu ici sur les Circles, avec des infos très claires. Et donc même nous, en dépannage, le client n'a pas besoin d'être connecté à un truc. S'il est devant, on lui demande 3 infos, on comprend ce qui se passe. C'est tout à fait clair pour nous et plus facile en diagnostic, mais je crois que globalement les Européens restent quand même très orientés sur l'expérience client. C'est quelque chose qui est très important dans les boîtes en Europe, et donc quand ils développent un produit, je crois qu'ils le développent d'abord dans le sens de l'intérêt de l'utilisateur, et puis ils vont chercher la technique. Et l'ultra-pragmatisme chinois fait exactement l'inverse. Et eux ils se disent, mais ça sert à rien de se tracasser du client, on va faire quelque chose qui a un très bon rapport qualité-prix, qui fonctionne, et puis on essaierait d'adapter ça à une expérience client. Et c'est là que nous, on doit essayer évidemment de diminuer un petit peu cette tendance à faire du rapport qualité-prix et à s'en foutre un peu de l'expérience client. Et voilà, maintenant on voit que le monitoring est quand même sympa, que ça fonctionne, on peut modifier les paramètres à distance, sur un truc qui est full intégré où tu ne payes pas 1 euro de plus. Donc
je le dis, hein, c'est pas, on peut l'avoir ici aussi, mais c'est intégré. Et pour moi, c'est un argument relativement important. On ne dit pas au client, n'oublie pas d'acheter ça en plus, de connecter ça ou de faire ceci. Tu prends ton truc, il y a dans l'écran une carte Wi-Fi, tu regardes ton truc, tu as le service de monitoring qui est gratuit à vie. Moi, je sais ce que c'est dans nos produits, je l'avais parlé, Battery Up, le coût du monitoring, c'est vraiment élevé. Donc les plateformes de monitoring, ça a un coût. Il y a des données qui sont intéressantes pour les entreprises, mais globalement, ça reste vraiment coûteux. Et ils le font ici en standard de manière tout à fait gratuite, donc c'est franchement sympa. Et on voit que ça va dans le sens... Et d'ailleurs, ils écoutent maintenant, chaque année, maintenant, on fait une réunion avec eux, fin d'année, on va plus parler que de volume, mais on va aussi parler de, bah tiens, voilà un nouveau produit, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est le temps... Mais c'est pour ça qu'ils sont dangereux, les mecs, parce qu'ils ont quand même compris ce que le marché voulait. Et aujourd'hui, ils écoutent vraiment, vraiment ce qu'on va donner comme retour. Alors, tu me disais que tu étais vraiment un petit dans le milieu, et c'est bien qu'ils t'en parlent aussi, c'est fantastique. C'est vrai, tu disais, parce que je te disais, mais quand même, niveau francophone, quand même, moi, Tunis, c'est connu. Tu me disais, mais on est une goutte d'eau dans l'océan. Oui, nous, quand on fait beaucoup de volume, on fait 200-300 onduleurs dans cette gamme-là, 200-300 sur un mois. Moi, ici en hiver. Je pense qu'un gros importateur, je ne sais pas, je vais dire un Indien ou je ne sais pas où, mais les gros travaillent en conteneur en permanence sur des milliers de pièces. Donc oui, il y a des gens qui sont beaucoup plus gros que nous. Il y a du rebranding dans tous les sens sur ces marques-là, avec des composants plus ou moins équivalents. Et ça, c'est un truc aussi, enfin, j'ai déjà dit aussi, je ne vais pas me répéter 10 fois, mais il y a vraiment de grosses différences, même si les gens disent c'est le même casing, c'est le même truc, je vois bien que c'est le même produit, ça j'assure que c'est faux, parce qu'on peut vraiment, chez le même fabricant, faire monter des composants différents. Vraiment, je peux vraiment faire monter un MPPT beaucoup moins cher dedans, et personne ne verra la différence jusqu'à ce qu'il crame, ou jusqu'à qu'on dise mais ce truc-là n'est pas fiable. Dans le volume que nous on fait, enfin en tout cas je pense qu'ils savent que nos clients, je pense qu'ils sont toujours intéressés de savoir ce que nos clients en pensent. Je pense que quand tu es sur le marché français, belge, hollandais, allemand, machin, pour un Chinois, c'est important d'avoir ce retour-là, parce que l'expérience que nous, on leur donne, elle vaut presque partout à travers le monde. Donc si tu dis, OK, le Belge qui a reçu ce onduleur-là, il a dit, OK, ça c'est bien et ça c'est nul, ça va plus ou moins je veux dire, il est assez attentif, il est un peu difficile comme client, il sait ce qu'il veut. Et donc... On est embêtant les Européens. Ouais, sans aucun doute. Bah oui, parce que je te dis, il y a deux méthodes. Soit tu te dis, OK, je l'ai, c'est comme ça, et puis je m'adapte, et c'est moi qui vais m'adapter. Mais très souvent, nous, c'est marrant, parce que les gens ont cette idée qu'on est suffisamment gros pour dire, ouais, on va changer ce truc-là. On peut vraiment donner des idées. Mais évidemment, si je mets 100 000 sur la table, je dis, écoute, là, tu me changes ça, tu me le mets là, machin bidule, pour 100 000 euros. Non, ils vont me le faire. Pour 100 000, ils vont faire ce que je veux. Mais quelle est la rentabilité? Moi, comment je vais justifier à mes clients, dire, bah, écoutez, maintenant, tous les onduleurs sont 60 € plus chers, parce que le machin qui était là, je l'ai fait mettre là, et la couleur a changé. Mais les gens ont toujours, nous, on reçoit tous les jours un retour de clients qui disent, tiens, je trouve que ceci, et c'est bien, l'info est intéressante globalement. La réalité du marché derrière, c'est que de là à dire, mais parce que M. Dupont nous a dit que ce truc-là, ce serait mieux s'il était affiché comme ça, un peu plus grand, c'est mignon, mais le fabricant a dit, mais attends, t'imagines sur une économie de marché, je peux pas modifier ça d'un coup. Mais vu que ce sont des batchs qui font vraiment, quand cet onduleur-là sort de l'usine, est vraiment fabriqué pour nous, on peut vraiment faire changer des trucs sur les composants, demander d'autres composants dedans, puisque c'est vraiment assemblé pour nous. Mais on choisit des composants, hein, on ne va pas révolutionner le machin. On peut faire des développements, on peut faire ce qu'on veut, mais c'est à chaque fois un coût. Dis-moi, il y a un truc on va casser plein de choses que j'ai déjà entendues. Tu vends évidemment le WKS, mais tu me disais, mais Brian, je marge plus vu le prix du Victron. Donc pour moi, toi, tu préférerais vendre 10 000 Victrons. Je t'ai montré un devis que j'ai fait à 300 000 à 400 000 € où je suis en Victron. C'est un devis, je me réjouis de le vendre, j'y crois assez bien, je crois que je vais le vendre. C'est bien mieux de vendre pour 300 000 à 400 000 € que pour 100 000. Dans le comparatif où j'avais 10 700 € de matos face à 6 008, 6 009, dans le devis équivalent que je te repartagerai, je gagne plus si je vends du Victron ou si je vends un produit plus cher. C'est le principe même, quand tu mets des commerciaux sur la route, mais c'est pas notre activité, nous, on est sur un webshop, tu mets des commerciaux sur la route, tu vas les briefer pour qu'ils vendent quelque chose de cher, puisque tant qu'à payer quelqu'un, à faire des foires commerciales, à ce qu'on est sur la route, tu vas expliquer tous les intérêts d'acheter quelque chose de plus cher. Et donc, c'est logique, c'est comme ça, c'est le marché. Nous, on a un prix facial qui est affiché. Et donc, quand le client arrive chez nous, il a déjà vu, il a déjà une bonne idée de ce qu'il veut, et il a un budget qu'il a déjà déterminé comme étant raisonnable pour lui à investir. Et donc, c'est pas parce qu'il y a mieux et toujours mieux qu'on va systématiquement... Enfin, je veux dire, l'idée même de dire, tiens, ça c'est bien, mais ça c'est mieux, puis ça c'est encore mieux,
Mais si le mec vient chez nous avec un budget de 6 000, je lui dis, mais regarde, mets 2 000 en plus, et puis encore 3 000 en plus, bah oui, c'est très marrant. Mais s'il l'a pas, il peut pas l'avoir. Ça sert à rien. Et puis surtout, je peux pas lui dire, grâce aux 2 000 que tu as mis en plus dans le budget, tu vas produire quelque chose. Tu auras du Victron. Tu auras du Victron, voilà. Mais à part ça, t'as pas une différence, pas suffisamment. Mais encore une fois, on fait en fonction du budget, et vraiment, il faut pas croire que quelqu'un qui nous dirait j'ai un budget limité, j'ai gagné au loto, c'est génial, je veux un truc génial, le plus user-friendly, on va certainement pas aller là-dessus, parce qu'on sait qu'il y a des défauts qu'on va pouvoir compenser en mettant beaucoup d'argent dans d'autres matériels. C'est pas voilà, parce qu'il n'y a plus de notion d'argent. Mais c'est pas la réalité de notre marché, donc voilà. Pourquoi tu le recommanderais alors pour qui le Victron par exemple, pour l'industrie, pour quelqu'un qui est justement pas... C'est toujours le client qui nous le dit, mais à qui tu recommandes une Ferrari? Bah, celui qui peut se le permettre. Et s'il n'en a pas besoin? Et s'il n'en veut pas? En tout cas, je dirais pas, et ça j'en suis vraiment convaincu, achète ce bidule-là, il tombera jamais en panne. Et surtout, je dirais pas, tu n'auras aucune emmerde s'il tombe en panne. Je travaille avec quelqu'un de génial dans votre pays qui me les fournit, que j'ai rencontré à la Survival. Je le connaissais, il était un peu client. Donne des noms. Il est bien, PK Fluvial, ils sont très compétents en onduleur, enfin dans toute la gamme Victron, soit distributeur. Et j'ai eu de bons conseils de sa part, et vraiment je suis très satisfait de ce qu'il m'a fourni comme service tant que maintenant. Il y a un marché pour ce genre de produit, et je veux dire, je vais jamais aller dire, je vais pas dire de ne pas acheter du Victron à n'importe qui, mais je ne peux quand même pas dire, et je serais curieux d'entendre le mec dire, moi je garantis que quand je vends ça, il va durer 2 fois plus longtemps que celui-là. Et que derrière, quand je vends ça, le dépannage va se passer 2 fois plus vite que celui-là. Et encore hier, je me suis un peu pris la tête avec un de nos clients qui a vraiment... enfin, après, il s'est rendu compte, et peut-être qu'il se reconnaîtra s'il voit la vidéo. On le salue, en l'occurrence. Il me dit, mais punaise, un installateur belge fait une install de merde avec un ancêtre de celui-là, trop peu de panneaux, il ne pouvait pas démarrer, donc la charge ne tournait pas bien, machin truc. Il me dit, ah, j'ai acheté ça, et au moins maintenant je suis tranquille. Je dis, mais gardez bien l'autre qu'on va vous réparer, vous envoyer, parce qu'il y a vraiment défaut sur l'onduleur, parce que la réalité, c'est que vous pensez que parce que vous avez acheté une marque comme celle-là, ça va avoir un service exceptionnel, je vous le souhaite vraiment, mais vous allez retomber dans les mêmes réalités que tous les onduleurs aujourd'hui vendus sur le marché. Il n'y a pas un petit mec avec sa camionnette ou son hélicoptère qui va débarquer chez vous le soir même. C'était un gîte. Le mec, il avait un gîte et il dit, mais moi, je perds plein d'argent quand ça tourne pas. Ma première réflexion, c'est, mais t'as pas de redondance dans ton système. T'achètes un truc, tu loues ta chambre 180 € la nuit. Il y a pas de, c'est comme si on venait chez toi, il n'y a pas d'électricité autre qu'avec le système photovoltaïque. Et tu n'as pas de redondance dans le système. Mais tu peux acheter une très bonne machine, on t'a dit c'est du sérieux, c'est du costaud. Et si tu as un problème, tu as un problème. Bah, quand tu as un problème, tu as un problème. Et si on t'annonce 3-4 semaines de délai parce qu'il faut le renvoyer en Hollande pour le faire dépanner, le temps de le récupérer et de le remettre en place, tu ne vas pas dire au client, il n'y a plus d'électricité dans mon gîte. Donc la réalité, c'est que la redondance est quand même quelque chose... D'ailleurs, quand j'ai fait le comparatif des devis, ma première augmentation, ça n'a pas été de mettre plus de panneaux, plus de batteries, parce que je devrais. Pour revenir au même prix, j'ai remis une deuxième machine, parce qu'on le dit en permanence, même toi, je ne sais même pas pourquoi tu ne fais pas ça, avoir 2 onduleurs quand on vit qu'avec ça... C'est une bonne idée. T'en as un là, je repars avec. J'en ai 282, je pense, c'est qu'on en parle. Quand tu mets un deuxième, tu n'es pas du tout obligé de le laisser allumer, ça prend ça. Hein. Voilà, là j'ai fait toute l'opération qui est nécessaire à limiter la consommation de l'onduleur. Donc, tu as un maître, un esclave. Il y a un bouton. C'est la même chose. Tu n'as pas ce modèle-ci, toi? Non, moi j'ai. L'ancien modèle. Parce toi, tu as un encore. bouton rond, tu vois. Moi, il a 4-5 ans, il tourne encore. Tant mieux. Toi, tu as un petit bouton rond qui fait l'allumage. Ici, maintenant, ils l'ont mis là en dessous. Et ça ne fait simplement qu'alimenter ou pas les circuits de puissance. Donc, quand tu as 2 machines en maître-esclave, tu as toujours la première qui démarre, qui va se déclarer maître. La deuxième arrive. Il y a des petites cartes de com qu'on voit ici qui permettent justement... Bon, là, elles sont très mal foutues pour les connecter, mais cette carte-là permet de connecter 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9 onduleurs en parallèle pour faire du monophasé jusqu'à 9 fois la puissance d'un onduleur ou du triphasé avec ces cartes-là, eh bien, quand tu vas avoir 2 onduleurs en maître-esclave en parallèle, donc tu vas mettre un qui fait la sinusoïde, le deuxième vient synchroniser sur celle-là et vient aider en puissance, ils vont toujours faire la moitié de la puissance chacun. Donc tu consommes 3 kW, tu as une machine qui fait 1500, l'autre 1500. Le défaut de ce système-là, c'est que tu as aussi la conso des 2 onduleurs. Et donc, si tu sais que tu n'as pas besoin de cette puissance-là, donc imaginons tu vas quitter toute la journée, eh bien, tu peux vraiment couper l'onduleur ou la nuit,
couper l'onduleur, il va continuer à travailler en chargeur solaire, donc la partie solaire va continuer à charger les batteries, va continuer à communiquer avec l'autre, mais sa conso redescend à 3 fois rien. Et ça te permet d'avoir de la redondance sans pour autant avoir l'autoconsommation à vide d'un système qui serait de 11 kVA comme 2 machines comme celle-là. Ouais, après, on va me dire que ouais, bah, c'est de la grosse consommation de faire ça. Moi, pour le même prix, je préfère avoir 3 onduleurs, parce que je sais que j'aurais... Mais tu n'as pas plus de... Enfin, tu as très peu de conso, si tu coupes le circuit... Si tu non, mais l'utilises quand pas je te dis pour d'avoir ça... 3, parce que j'en mets 2 à la cave, et si j'ai un problème avec un, c'est le fameux service dont tu parles, j'ai su en brancher un, je saurais les rebrancher. Mais si tu en as 2, tu es déjà... Enfin, après, quelqu'un qui a 2 machines, s'il y en a une qui pose problème, et quand il y en a une qui posera problème, plutôt que si, bah, tu es certain que tu peux couper cette machine-là. Donc, si vraiment c'est le maître qui tombe en panne, tu vas devoir couper complètement l'install, éteindre et redémarrer l'install sur l'autre. Si c'est l'esclave qui tombe en panne, ceci dit, c'est moins probable, parce que si lui a travaillé moins souvent et moins longtemps que l'autre, c'est probablement le maître qui aura un souci un jour. Des fois, on conseille aux clients de passer d'un à l'autre de temps en temps. Mais tu vas couper ton onduleur, il n'y a rien qui change. Ton 230 n'a pas changé, tu es limité à la puissance d'une machine, c'est tout. Mais ça veut dire que si tu fais du locatif ou qu'il y a quelconque besoin de sécurité dans ce que tu fais, je pense à des respirateurs, des choses comme ça pour des gens. Mais on a souvent. Là, j'en rigole, mais. Non, parce que j'y pensais pas, mais là, souvent. ça se pose même pas la question. Tu as intérêt à avoir un. Non, mais eux, souvent, ils ont le réseau. On met l'onduleur, le réseau vient dedans et le réseau alimente toujours le respirateur. Et c'est seulement s'il y a une coupure de réseau que l'onduleur travaille. Donc, on a une toute autre approche là dans le système. Ça leur permet simplement de savoir que s'il y a une coupure, quand tu es dans ton lit la nuit et que tu n'es pas au courant qu'il y a une coupure, ton respirateur, ton masque à oxygène continue à travailler. Donc là, on travaille dans une autre logique, mais quelqu'un comme toi qui va un jour tomber en panne, nécessairement d'onduleur, punaise, si tu n'as rien d'autre, c'est bien d'avoir un backup. Oui. Moi, j'ai le petit, c'est Eric qui m'avait parlé de ça, rappelle-toi. C'est une merveilleuse idée. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et pourquoi c'est une bonne idée de faire ça, comme ça c'est vraiment le genre de truc adapté à garder quelques consommateurs, type lampe 230 volts, petit chargeur, smartphone et des choses comme ça. Donc ce modèle-là, peut-être pas à 48 volts, mais ils existent en 48 volts à partir de 800 VA, c'est certain, donc c'est peut-être plutôt celui-là, toi, que tu as. Ouais, j'ai un 800 VA. Ouais, il est un peu plus gros quand même. Voilà. Là, c'est en 24, mais c'est le même. Voilà, là, c'est le 48, mais c'est le même, parce que le poids n'est pas au même endroit. Et ça consomme rien. C'est 3 5 fois watts, rien. je crois, ou 6 watts. 3-4 watts maximum, ouais. Évidemment, c'est limité à 800 VA, mais par contre, c'est top, parce que ça veut dire que la nuit, quand tu vas travailler sur des périodes beaucoup plus difficiles en hiver avec des productions très faibles, tu vas carrément couper la sortie de l'onduleur, mais c'est vraiment un bouton que tu passes sur 0, et tu vas mettre tes consommateurs là-dessus. Tu peux très bien câbler ça proprement avec un inverseur de source, et donc c'est pas à l'arrache, tu peux vraiment avoir ta sortie du Phoenix qui vient dans l'inverseur de source comme une source, et la sortie de ton WKS qui vient dans l'autre, ou ton Victron, de ce que tu as d'autre, peu importe, qui est plus consommateur, et tu vas avec un inverseur de source qui est simplement 3 positions, une sortie 0 ou l'autre sortie, tu vas alimenter tes circuits sur le gros onduleur ou sur le plus petit. Et c'est, tac, ça prend rien, c'est vraiment très simple à faire. La cabane, ils ont fait une vidéo là-dessus. Hein, ils ont raison, parce que si tu veux optimiser de la conso, pour pas bien cher, ça marche à merveille. Et quoi qu'on fasse, pour moi, c'est la vraie meilleure solution d'un point de vue conso réel à vide. Tu peux travailler avec des machines comme ça en disant elles consomment moins vide, elles consomment toujours beaucoup par rapport à un petit 48 volts, c'est 800 VA comme le petit Phoenix. Il n'y a pas que Victron, encore une fois, donc, mais bon, voilà, ceux-là on les vend aussi. On a d'autres marques qui font ça, mais c'est vraiment une très belle solution pour limiter la conso à vide la nuit quand les productions sont faibles. Et moi, tu as fait des tests, est-ce qu'on peut montrer, tu sais, ce que tu m'avais montré hier, comment tu as réalisé les tests? Oui, pour voir. C'est ça qu'on expliquait. Mais oui, mais maintenant, je m'en dis qu'on leur branche, mais ça saute pas aux yeux. Donc, ce que nous, on a fait, c'est qu'on a travaillé avec cet onduleur-ci et celui-ci, qui étaient chacun sur une batterie. Donc, chacun avait leur batterie, on n'a pas mixé les batteries ensemble. Donc, je ne sais plus dans quel sens ça allait. Celle du haut ici était sur le WKS, visiblement, et celle du bas sur le Victron. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement lancé une consommation. Donc, nous, on se connecte sur l'onduleur, sur la batterie, pardon, avec le port console, donc en RS232, on va vraiment chercher avec le logiciel BatteryView les valeurs réelles de la batterie pour ne pas avoir une marge d'erreur lue avec un shunt ou n'importe quoi qu'on mettra en externe. Donc on est sur la batterie même, sur ses valeurs, on regarde ce qu'elle donne et on note ce qu'elle donne. Et en fait, on va lancer un consommateur. Donc derrière, on a des chaufferettes électriques. Oui, bon, c'est pas très technologique ou très joli, mais il y a des chaufferettes qu'on a branchées sur des prises consommètres là, et on va simplement mesurer la consommation qu'on engendre avec la chaufferette pendant X temps,
et voir combien ça a consommé sur la batterie. Puisqu'évidemment, l'onduleur n'est pas connecté au réseau, il n'a comme source d'énergie que la batterie, et on voit le rendement réel de conversion entre j'ai une batterie 48 volts, je fais du 230 volts pour mon chauffage, mais il y a combien j'ai consommé d'ampères ou de milliampères sur ma batterie pour... et bien c'est ça qui est génial, c'est que à 1000 watts, il y a déjà plus que 2-3% de différence globale, donc c'est quand même vraiment très peu, mais c'est celle dont on parle, c'est le 20-30 watts. À 2000 watts, on descend bien en dessous de ça, 1,2-1,3%. À 3000 watts, 0. On ne mesure même plus la différence. Ça veut dire que quand un onduleur, et c'est là que j'en viens à, quand ils font des tests, à simplement réassister sur les gens qui vont faire des tests un peu difficiles sur certains onduleurs, les faire à vide, c'est très marrant, mais lancer des consos, montrer que dans une conso, il y a une différence, c'est une chose, parce que la réalité, c'est qu'on ne met pas un onduleur chez un client en disant il ne va jamais rien consommer, il va tout le temps attendre gentiment qu'il se passe quelque chose. Ben, il est là pour travailler, il fait de la puissance. Et c'est là qu'on voit que la différence devient très très faible sur les deux machines. Et là, 3000 watts, on n'avait absolument aucune différence sur les deux machines en termes de consommation sur la batterie pour une puissance donnée sur le chauffage électrique derrière. Moi, je trouve que c'est peut-être ce qui fait peur. Il y a des personnes qui disaient que dès que c'est un petit peu bleu, ça va être de meilleure qualité, de meilleur ceci. Les taux se resserrent quand même sur les différences, j'ai l'impression. Mais pas sur le prix. C'est ça qui est effrayant peut-être. Je ne sais pas si un jour les Chinois ne vont pas se dire tiens, puisqu'on fait la même qualité que les autres, pourquoi la vendre moins cher, hein? Donc je ne peux pas... Bah oui, le risque il est là. Mais aujourd'hui, oui, non, sans aucun doute. Qualitativement, ils ont fait des progrès énormes en termes de fiabilité sur les produits qu'ils vendent aujourd'hui. Parce que, mais vraiment, quand tu as une panne sur un onduleur, ils sont très attentifs, ils vont vraiment te demander de faire des tests, de voir d'où ça vient, parce qu'ils vont vraiment le remonter, ils vont vraiment prendre des mesures là-dessus. Et donc, les composants qu'ils font, mais leur objectif, c'est quand même de prendre des parts de marché. Et tu ne prends pas des parts de marché en entubant la moitié de la population mondiale. Et donc, ils ne sont pas plus cons. Voilà. Ils savent très très bien qu'il y a des tests, qu'il y a des gens qui vont faire des comparatifs et des choses. Et ils vont évoluer vers la qualité probablement de n'importe quel autre composant. Et c'est pour ça que la course, elle est lancée, et que c'est le moment, si l'Europe ou les États-Unis veulent vraiment se positionner dedans, c'est le moment, hein, parce qu'on est déjà bien à la traîne sur beaucoup de choses. Dis-moi, de ton expérience, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel les Européens, vu qu'on n'a pas pris le train en marche, et qu'il est déjà bien parti, sur quoi on pourrait se démarquer? Alors tu me disais sur la qualité service et l'expérience utilisateur. Plus il n'y a pas quelque chose sur lesquels nous on a une différence ou... Si tu regardes, par exemple, dans ce qui est cellule perovskite, dans ce qui est... mais enfin, c'est même pas vrai, je vais deux mots dessus, mais sur ce qui est technologie chimique, batterie, type sodium-ion et des choses comme ça, qui prennent vraiment qui prennent leur envol maintenant, où tout le monde investit dedans. Mais enfin, j'allais dire, on a certainement une longueur d'avance, mais c'est même plus vrai. Je veux dire qu'on a de grands laboratoires, on a de bons chercheurs, vraisemblablement en Europe, aux États-Unis ou dans d'autres parties du monde. Ça n'empêche que... je pensais ça justement en parlant du sodium-ion, parce que tout ce que moi j'ai lu là-dessus depuis 2-3 mois, c'était souvent des Européens ou des Américains qui en parlaient, des bureaux de recherche. Et puis ce matin, je me dis, puisque tu allais certainement, enfin, je ne sais pas tellement parler, mais moi je t'en parle, parler de la technologie. Oui, parce que je ne veux pas non plus dire des bêtises. Et d'ailleurs, encore bien que j'ai lu, parce que j'allais te dire, le sodium-ion, moi, je vois bien que c'est toutes des boîtes européennes, machin. Oui, enfin, sauf que la réalité des investissements aujourd'hui, et je ne vais plus dire le chiffre parce que je vais me planter, mais il y a beaucoup plus que 80% des investissements en milliards qui sont vers la Chine pour tout ce qui est technologie sodium-ion qu'en Europe ou aux États-Unis. Pourtant, là-dedans, toutes les avancées de base, les découvertes ont été faites chez nous. Et donc c'est vraiment con, mais c'est comme ça. On invente des procédés qui sont merveilleux. Et ce que je disais aujourd'hui, c'était Catel dont on parlait, qui est le plus gros fabricant de CATL de batteries au monde pour véhicules électriques. Ils y sont, ils sont en train de le faire. Donc ils ont hybridé le lithium-ion, le lithium fer phosphate avec le sodium-ion pour aller chercher... parce que le sodium-ion, tu avais des problèmes de densité énergétique, vraiment, où tu as une densité énergétique plus faible, tu as un peu plus de poids, donc dans l'automobile c'est un peu gênant. Et on a toujours un peu des doutes sur la vraie durabilité de la batterie sur le très long terme en conditions réelles. C'est-à-dire qu'en laboratoire, ils ont réussi à les stabiliser maintenant. Elles sont devenues relativement fiables sur des milliers de cycles comme le lithium fer phosphate. Mais ils ont peur qu'en conditions réelles de température, même si elles peuvent travailler en température négative, il y a une usure qui se fait.
et le rendement de la charge, d'un cycle de charge, ce qu'on mesure aussi d'ailleurs là-dedans, parce qu'il faut comprendre que dans tout ce qu'on vend, il y a un rendement qui n'est pas du tout parfait entre ce que tu vas avoir comme énergie potentielle sur ton toit, converti par ton contrôleur de charge en 48, 49, 50, 51 volts dans ta batterie, et reconverti en 230 plus tard, c'est loin d'être parfait. Et donc, quand ils ont commencé à développer le sodium-ion, ils ont vu que les rendements globaux de cycle étaient encore plus faibles. Et donc, aujourd'hui, même si l'intérêt du sodium-ion, pour répondre en un mot, c'est qu'il ne coûte rien du tout par rapport au lithium. Il n'y a pas de nickel, cobalt, donc les matériaux utilisés sont beaucoup plus disponibles et polluent beaucoup moins et probablement engendrent beaucoup moins de problèmes de main-d'œuvre africaine avec des enfants dans les mines et des choses comme ça. Et donc on peut vraiment espérer que ça aille dans le bon sens de ce point de vue-là. Mais techniquement, purement techniquement, il y a encore des défauts qui n'ont pas l'air d'être comblés. C'est pour ça qu'ils vont hybrider vraisemblablement les batteries pour des applications qui ont besoin de la puissance, comme celle d'une voiture, où on ne peut pas faire des décharges très lentes, où on a des fois parce que tu accélères un coup, tu as besoin de beaucoup de puissance en très peu de temps, où lithium fer phosphate reste quelque chose. Le lithium-ion est encore meilleur, mais est déjà très adapté par rapport au sodium-ion. Donc, ils vont les hybrider. Et ce qui m'embêtait aujourd'hui, c'est de voir que l'écrasante majorité des investissements, moi, je pensais pouvoir dire, super, on a toujours on a gagné. Mais rien, on n'a rien gagné du tout. On n'a même pas 20% des investissements, enfin, c'est plus de 80% des investissements dans les batteries sodium-ion en Chine. Et tant mieux, les premiers qui me l'ont annoncé, c'est personne d'autre que Pylon-Tech. Donc, les premiers, on ne pouvait pas le dire, après, c'est pas BuzzDag, mais c'est marrant parce qu'ils m'ont dit, on ne peut pas le dire, et puis après j'ai reçu des news qui me le disaient, donc on me dit oui ok, bon, moi je peux pas le dire, mais eux l'ont dit. Mais par exemple, Pylon-Tech vient d'investir dans une usine de fabrication, donc un jour on va proposer des batteries sodium-ion sans aucun doute. Ce sera moins lourd par exemple? Non, plus justement, elles ont une densité énergétique moins élevée, donc tu as besoin de plus de volume et plus de poids, mais en stationnaire ça ne change pas grand-chose. Hein. Si je te dis, tu avais une batterie comme ça de 40 kg, maintenant on en fait 52, elle est un peu plus grosse, tu risques de très bien endormir. C'est pas une bagnole, donc c'est plus facile de la caser dans ton arrière-cuisine ou dans ton local technique que si c'était dans le plancher de ta voiture. Donc là, on n'aura pas de souci, justement. Dans le stationnaire, le sodium-ion, comme les batteries de deuxième génération, ont tout leur intérêt. Et c'est certainement vers là qu'on ira dans les années à venir, parce qu'on n'a pas les courants de décharge qu'eux ont dans l'automobile et on n'a pas les contraintes de sécurité et de volume qu'eux doivent respecter. Mais voilà, le sodium-ion, c'est un truc dans lequel, à la base, je sais qu'il y a beaucoup de recherche et de développement chez nous. Et j'espère que dans les laboratoires, on continuera à avoir une plus-value là-dedans. Je t'ai dit, les cellules perovskites, c'est la même chose. En gros, c'est de la chimie sur les évolutions de cellules photovoltaïques. Et je t'avais dit qu'il y avait je ne sais plus quel pays de l'Est. Et je sais que c'est encore en cours. Non. On ne peut pas en acheter, c'est tout le problème. C'est ça qui est merveilleux dans... Tout le problème de notre métier, et je le dis chaque fois, c'est de vendre quelque chose qui existe. On peut parler de batterie sodium-ion en débattant 2 heures de si c'est bien ou pas, mais moi, tant que je ne peux pas l'acheter et la vendre à quelqu'un, je dirais que c'est pas bien. Parce que ça ne sert à rien d'en parler. C'est une licorne, c'est merveilleux les licornes, mais on ne sait rien en faire. Et donc, aujourd'hui, le problème de tous ces trucs-là, c'est que ce n'est pas pragmatique. Et le pragmatisme, c'est, aujourd'hui, le lithium fer phosphate est sur le marché, son prix est ultra faible. Vraiment, il est beaucoup plus faible qu'auparavant. C'est d'une stabilité exemplaire, d'une fiabilité exemplaire. Voilà, il y a des avantages, il y a certainement des avantages qui vont venir pour le sodium-ion, mais on les attend parce qu'on se réjouit de les avoir, mais là on ne peut pas commander les batteries. Mais enfin, je dis, Pylon-Tech, ça c'est sûr, ils ont une usine, ils ont investi 33 millions d'euros, c'est à mon sens pas tant que ça pour des boîtes de cette ampleur-là, mais dans une unité de fabrication, donc on risque d'avoir tôt ou tard sur le marché des batteries sodium-ion à usage domestique pour le stockage du solaire. Dis-moi, toi qui quand même est souvent face aux clients, t'as pas remarqué est-ce que les clients maintenant te disent bon bah moi je veux du clean, quelque chose qui a un bilan carbone le plus bas possible? Est-ce que tu en entends parler? Les États, jamais dans le projet étatique, tu as souvent cette notion-là. Mais les clients, est-ce qu'ils en parlent? On entend beaucoup parler mais je vois pas bien ce que je peux leur vendre. C'est un peu gênant. Oui, mais est-ce qu'on te pose la question quand même? Ça arrive qu'il y ait cette notion-là, mais tu sais, soyons pas dupes, le rapport qualité-prix, c'est le déclencheur de presque tous les achats, parce qu'il y a un budget donné. Je veux dire, c'est pas vrai. Il y a vraiment dans nos clients, des clients pour lesquels la notion d'argent n'a aucune valeur, parce que soit ils n'ont pas besoin de beaucoup et donc ils peuvent se le permettre, soit ils ont énormément de moyens et ça ne les gêne pas, mais c'est rarement l'empreinte écologique d'un produit dont on parle en premier. Et si tu regardes les fiches techniques ou c'est très européen, hein, la notion d'écologie. Si tu parles en américain,
il n'est pas vraiment passionné par l'écologie. Tu parles à un Chinois, je ne crois pas que tu vas le passionner non plus. Et donc chez nous, je ne sais pas si c'est une erreur stratégique ou pas, mais on parle énormément de ça, mais on ne fabrique plus chez nous. Donc déporter le problème dans d'autres pays en disant non, mais attends, moi je veux un truc avec un bilan carbone parfait, c'est très très beau, c'est mignon. Mais si quand même c'est pour le faire sous-traiter dans des endroits où c'est pas mieux, en disant bah oui mais regarde, nous on ne pollue pas. Comme les batteries, comme les panneaux photovoltaïques, quand tu fabriques, quand tu as une unité de fabrication de silicium monocristalin qui tourne, qui consomme, je ne sais plus ce que ça consomme, mais c'est dramatique, c'est énorme. Tu sais que ça, on le chauffe? Tu as une idée ou pas déjà? Pour moi, très au-dessus de 1000 degrés, parce que c'est du sable, hein, donc jusqu'à preuve du contraire, ça doit pas être de 300 degrés. Par contre, ce que je sais, c'est que ça tourne au charbon. Et donc, c'est merveilleux parce que ton énergie verte, ou dans ma superbe Tesla, ma batterie et tout ce qui est vert, où moi je peux dire, haut et fier à tous mes clients, mais non, attends, moi je roule avec mes panneaux. Mais mes panneaux, ils ont roulé avec du charbon, quoi. Donc, il y a un problème qui est global, et donc c'est très compliqué de le limiter. C'est peut-être d'ailleurs un truc dans lequel l'Europe, là, vraiment... D'ailleurs, si tu regardes sur les fonds d'investissement européens, il y a très souvent cette notion-là. Mais moi, j'ai de plus en plus peur de ces notions-là. Je pense que le danger, c'est que le marché global, mondial, je ne parle pas des quelques pourcents du marché européen sur le niveau mondial, il est très très peu attentif, c'est trop peu, hein, je suis le premier à le dire, mais la réalité, c'est que le marché, il se fait sur les entreprises qui sont là et qui ont un produit à vendre. Ces entreprises qui sont là, qui ont un produit à vendre, on a commencé les voitures électriques avec un peu, si tu demandes c'est quoi une bagnole électrique, on va dire une Tesla. Ça, c'était il y a 3 ans. Personne n'aurait dit autre chose. Toi, une Mia. Mais maintenant, c'est fini. Je veux dire, 80%, ça c'est un chiffre qui est réel, 80% des nouvelles immatriculations de véhicules électriques en Europe, c'est chinois. Donc on peut raconter ce qu'on veut. Moi, j'adore entendre les gens dire qu'on aime l'écologie, qu'on aime... Mais punaise, ce qu'on achète, c'est le rapport qualité-prix d'une bagnole chinoise. Et quand Renault fait une bagnole électrique, très étrangement, je vous invite à aller voir les fabriquer, mais c'est pas en France. Il faut m'expliquer la logique, moi, hein, de ça. Non, mais jamais en parler avec toi, parce que tu en parles quand même super ouvertement. Et alors, pourquoi je me permets de te dire ça, c'est qu'il n'y a pas une annonce, quand je dis que je viens de voir, où j'ai pas un commentaire. Et ça, j'invite les gens, ils regardent sur les réseaux. Est-ce que tu peux lui parler un peu du bilan carbone, de ce qu'ils vendent, de ceci? Et je dis, mais c'est fou, parce que entre ce que je dis en commentaire et toi, ce que tu me dis, que c'est absolument pas la première question qui vient chez les personnes qui t'appellent, je me dis qu'il y a un fossé entre ce que je lis et ce que toi tu me dis. Oui. Ouais. Tu sais qu'hier soir, on a mangé avec ma compagne sur la terrasse et j'ai allumé mon petit chauffage au gaz. Ben, je suis un enfoiré, c'est tout. Voilà le bilan carbone. Le bilan carbone de ma soirée hier, il est ridicule parce que pendant une demi-heure, j'ai brûlé du gaz pour rien du tout. Soit je rentrais dans ma maison qui était chauffée, il n'y avait pas besoin de cette console-là. Et ce que je veux dire par là, c'est que souvent le bilan carbone, je crois que ça vient plus de nos habitudes et du confort qu'on s'octroie. Et là, j'invite tout le monde à regarder la poutre qu'il a dans l'œil par rapport au nombre de déplacements qu'il va faire pour aller dans un parc d'attractions, à la piscine, faire une soirée, un resto, un machin. Parce que si tu veux un bon bilan carbone, il faut vivre comme toi et ne pas bouger de chez soi. Et tu fais ta culture, tu ne te déplaces pas, tu ne viens même pas ici avec ta bagnole consommer pour venir voir ce que moi j'ai raconté. Et c'est en plus même pas une Tesla. Et donc tu auras un bilan carbone bien meilleur que si tu te déplaces. La réalité, c'est qu'on essaie de trouver un juste équilibre. Et c'est la même chose quand on travaille avec des fabricants. On espère que globalement le bilan carbone reste bon. Moi, je sais à tous les coups, j'en suis totalement convaincu que le bilan carbone d'un panneau en tant que tel est très, très, très positif. Il est à 3-4 ans et ça a été prouvé à maintes reprises. Donc là, il ne m'a jamais tracassé. C'est ce qui va autour, c'est l'onduleur, les batteries. Mais c'est même pas ça. Oui, si tu veux, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de... Je veux dire, si tout le monde consommait 5 kW par jour, moi, je l'ai déjà dit aussi, un client français, il consomme énormément parce que c'est le pays du nucléaire et que c'est le pays où on paye rien à l'énergie. Et un truc qui est très marrant, c'est que cet été, en tout cas, ou septembre, octobre, c'est la première année pour la France que vous avez été importateur d'énergie. La première, sur plus de 40 ans. C'est-à-dire les Français sont des énergéticiens et c'est des gens qui vendent de l'énergie aux autres. Et ils ont un bilan carbone, d'un point de vue, parce qu'on a donné un bilan carbone au nucléaire très, très faible, ils ont un très bon, presque le meilleur bilan carbone européen. Tu as les mecs dans le nord avec l'hydroélectrique qui sont meilleurs que vous, mais c'est vraiment la France qui est l'exemple à suivre. On dira toujours les Allemands, c'est du flan, les Allemands sont des gros pollueurs. Oui, c'est le charbon, c'est des mecs qui adorent expliquer à l'Europe comment il ne faut pas consommer ou pas émettre du CO2, mais bon, eux, ils sont vraiment dans le rouge de ce point de vue-là. Vous, ce n'est pas le cas. Mais pour la première fois, vous avez apporté énormément.
Et vous avez importé largement, non, du GNL principalement, largement au-dessus du... Ben c'est les Américains qui nous ont à moitié sauvés après l'invasion parce qu'on a la chance que c'est des démocrates, selon moi, aux États-Unis, que Biden a dit on va pas vous laisser tomber puisqu'on a fait un embargo sur le gaz russe. Mais pourtant, il y a eu Nord Stream qui aurait été pété. Là, je rentre dans quelque chose. Ça, c'est drôle. Ils nous aident, mais quand même. Mais on a vraiment été sauvés par le GNL. Et d'ailleurs Total qui a fait des bénéfices absolument incroyables parce qu'ils ont su gérer, et encore c'est du marché, ils ont su gérer le stockage, le transport du GNL, et donc tant mieux pour eux de l'avoir fait. C'est un peu dégueulasse sur le dos des gens, mais en attendant s'ils ne l'avaient pas fait, on aurait eu des coupures sans aucun doute. Et on a vu le marché de l'électricité, d'abord un pays exportateur devenir importateur pour la première fois, et puis acheter, non mieux que ça, vous avez acheté au-dessus de ce que vous vendez. Et ça, c'est merveilleux de se dire qu'en France, vous avez cette logique de dire je paye 20 cents, 22, 23 cents du kilowattheure, je trouve que c'est cher, alors que le mec qui vous le vend l'a acheté plus cher sur le réseau interconnecté européen, littéralement, donc sur le réseau interconnecté. Je ne parle pas dans la sous-distribution dans ton village, je parle sur la ligne à haute tension, on l'a acheté plus cher que ce qu'on vous l'a vendu. Et ça, c'est le prémisse d'une évolution du marché. Et quand je dis comment faire un bilan carbone positif, c'est consommer moins, s'il vous plaît. Et donc, quand j'ai le client moyen français qui me dit attends, moi je fais 12-13 000 kWh, ça fait quoi, 2400 balles l'année, on s'en fout. Enfin oui, s'il vous plaît, regardez ce qui se passe et je dis toujours à mes clients... Mais c'est du nucléaire. Si tu veux, mais c'est de l'énergie, on peut la mettre à bon escient pour autre chose, tu vois. Je veux dire, oui, effectivement, mais réellement derrière, cette énergie, on la produit, vous avez la capacité de la produire. Alors ici, l'année était difficile pour vous, parce qu'il y a beaucoup de problèmes post-Covid dans les centrales, et ça a l'air d'être résorbé, mais cette énergie que vous avez la capacité de produire avec un bilan carbone qui est très positive, vendez-la à des pays comme nous, où ce n'est pas le cas, ou aux Allemands, ça fera déjà beaucoup de bien. Quand vous la vendez, ne fût-ce qu'au prix de revient, et plus une marge normale, vous gagnez votre vie et vous empêchez d'autres de polluer. Et je peux te garantir que le mec qui pollue dans sa Bavière natale, il t'embête toi aussi dans ta région. Hein. La pollution, elle ne s'arrête pas à une frontière. Donc globalement, c'est quand même positif que vous ayez ce cycle de CO2 qui est très très bon en France. Pourquoi s'amuser Enfin, pourquoi on parle de bilan carbone tout le temps si nous-mêmes on ne fait pas le vrai effort? Julien, tu me dis punaise, à chaque fois il m'en parle. En fait, je ne viens pas faire ton jugement. Je viens juste te dire que je le vois quand même à chaque fois. Enfin, ça a l'air en tout cas sur les réseaux d'attirer beaucoup de personnes. Après, quand il faut passer à la caisse, là, c'est moins cher, donc je m'en fiche un peu. Je l'ai déjà dit, je tire dans les pattes à toi. Allez voir, s'il vous plaît, les data centers YouTube, Google, machin truc. Voyez ce que ça consomme sur le réseau. Allez voir les résultats sur la Meuse ici, côté flamand, de la température de l'eau, exclusivement pendant les périodes de sécheresse dues aux data centers et au refroidissement des centrales nucléaires. Et puis on en reparlera, c'est tout. Il y a beaucoup de choses à faire pour économiser de l'énergie, comme arrêter de nous regarder maintenant. Voilà, coupez. Julien, est-ce que tu voulais aborder un autre thème? Je trouve, franchement, la partie, là, ce qu'on vient de dire, c'est passionnant. Et je trouve que sur les onduleurs aussi, c'est passionnant. Parce que ce n'est pas toi qui as lancé cette guéguerre, hein, je t'ai aussi lancé dessus, parce que je le vois super régulièrement. Ah non, mais attends, tu rigoles, mais toi, tu as un WKS, c'est pas un onduleur, quoi. C'est limite ce que j'entends. Et il faut aller sur du Victron. Je trouve que l'écart, il se réduit. Il se réduit, moi j'en suis convaincu, et tant mieux si les gens veulent acheter du Victron, ils ont le budget pour du Victron, d'autres pour du Studer et pour d'autres marques. La réalité, c'est que nous, on doit trouver quelque chose qui fonctionne avec le budget de nos clients et qu'on peut assumer techniquement derrière. Et on n'a pas fait, nous, une quarantaine de milliers de clients sur les années, depuis quand on a commencé le site web, en vendant des trucs qui ne fonctionnent pas. C'est une évidence, on ne serait plus là. Donc ça fonctionne. Chez mes grands-parents, il y a ça. Moi, ce que je mets... Ça, c'est une bonne ref. Mais c'est la réalité. Malheureusement, il n'y a plus que ma grand-mère, mais elle a vraiment... Et il est plus vieux, hein, c'est le même modèle que toi, il a 8 ou 9 ans. Et toute la maison est dessus. Bon, évidemment, elle est en termes de conso, il ne faut pas s'énerver, elle ne fait rien. Voilà quelqu'un qui peut parler de bilan carbone, c'est merveilleux. J'ai déjà dit aussi, punaise, eux, ils vont se tracasser du bilan carbone vraiment, ils n'en ont pas. Ils ne consomment rien du tout. Mais nous, on est géniaux, on est tout le temps sur des appareils électroniques qui ont engendré une consommation, on regarde du contenu qui engendre la consommation, on se déplace et on adore être à Paris pour le Nouvel An, à machin. On va consommer tout le temps, puis on dit, ouais, attends, moi, bilan carbone, je fais quand même attention. Ouais. Non, mais j'aime bien qu'on en parle. Ouais. J'aime bien qu'on en parle parce qu'en plus, c'est vrai qu'il y a le côté belge. Vous avez une vision de la France que nous, on n'a pas à l'intérieur. Ouais. Et c'est vrai que tu m'as dit, dès la première fois que je suis venu te voir, vous n'avez pas la chance, les cocos, du prix
bas que vous avez. Et ça existe que chez vous. Il faut vraiment vérifier le coût de l'énergie en Europe pour se rendre compte que vous êtes plus proche de la Roumanie, je l'ai dit, que n'importe quel autre pays. Voilà, je peux rien dire d'autre, moi. Donc c'est du dumping social, et tant mieux, profitez-en, faites-en de l'industrie. L'industrie des semi-conducteurs, ou n'importe quelle industrie qui va évoluer, son premier frein, au-delà de la compétence ou des budgets, c'est que le coût énergétique européen est dramatique, parce que chez nous, on va donner un coût énergétique, en Belgique par exemple, une boîte, elle peut tourner, mais le boulanger français est passé à 40 cents du kilowattheure cet été, 40 cents pour la baguette. Quand toi tu achètes ta baguette plus chère, en fait tu achètes l'énergie que vous n'avez pas produit dans votre nucléaire et que vous avez racheté en Belgique énormément. Hein. Pendant cette période-là, moi je regardais tous les 2-3 jours les imports-exports sur Electricity Map, qui est une petite app qui est bien faite pour voir ça. Mais c'est dramatique, vous aviez un import dingue, et on sait que chez nous, on tournait à ce moment-là à 500-600 euros le méga, et vous le vendez à la base, le boulanger devait payer, à mon avis, 100-110 euros le méga, donc 10-11 cents du kilowattheure la journée, parce qu'il avait un très bon contrat pro, machin bidule, et là ils sont montés à 40-50 cents, et encore, c'est en dessous du coût d'achat, pas du coût de la sortie d'une centrale, mais quand vous deviez faire énormément d'imports, ça ne représentait pas tant que ça, mais en attendant, à ce moment-là, le distributeur perdait de l'argent en le fournissant. Donc c'est quand même un peu dommage. Dernière chose, on a remarqué, donc ça fait 4 ans qu'on vient avec un ami chez vous, ça a énormément explosé, il y a du monde de partout. Tu sais à quoi on sait qu'il y a du monde ici et que ça bouge? C'est le parking. bordel. Non, oui, le parking. Avant il y avait 3 voitures, maintenant vous êtes bilan carbone de voiture, merci. Non, il faut bien se déplacer comme tu dis, il faut bien se déplacer pour faire tourner les choses. Mais des vélos, évidemment, et des pédalos aussi. Parce que exact, en Belgique on a beaucoup de pédalos, on va aller sur les routes. Je voulais savoir, est-ce que tu arrives à suivre la demande ou l'année passée, on a souffert bien. Nos clients étaient merveilleux. Merci d'ailleurs. Globalement, ils étaient vraiment, vraiment bien quand c'était le bordel. On est monté à 900, presque 1000 commandes de retard. Je ne sais pas si tu vois les mecs qui se promènent là, ils se mettent sur l'ordi, ils regardent les commandes qu'ils doivent faire. S'ils sont 8-9 à préparer les commandes, ils disent dans 100 commandes, je suis bon. Et toutes les 3 minutes, tu as une commande qui retombe. Donc c'était vraiment, vraiment difficile. Et franchement, je pense qu'on en est bien sorti. Et surtout, et vraiment étrangement, et là, moi, je suis très content de nos clients, on avait avant le sentiment d'être toujours très... je crois que le Covid a fait beaucoup de bien là-dedans. Les clients étaient très, très exigeants sur les délais. C'est-à-dire qu'on avait souvent la réflexion, j'ai payé lundi, mardi, mercredi, j'ai pas de nouvelles, vous me volez. On n'a jamais volé. Oui, vraiment, vraiment. Qu'est-ce que vous faites avec mon pognon? Il y a 3 jours que vous êtes avec mon pognon, là, j'attends ma marchandise. Ça, c'est la peur de... Tu sais, on a beaucoup entendu parler d'arnaque au photovoltaïque. Ils confondent vous qui vendez sur un shop et des gens qui devaient venir installer, tu sais, et qui ont mis la clé. Donc et puis nous, on pourrait le faire, hein, réellement. Si demain, on dit, on prend toutes les commandes pendant un mois, on ne les livre pas, évidemment, c'est dangereux. Il y a un risque quand on achète sur un site de vente en ligne. Je comprends qu'il y a un stress pour le client. Chaque réunion qu'on fait, on a encore fait une grosse réunion, je resserrais 2-3 vis vendredi matin. Je leur dis, les gars, nos clients, ils mettent 10 000 balles sur la table, ils ne nous connaissent pas. Tout au plus, ils ont vu ma tête, les pauvres, dans une vidéo, et ils se sont dit, on va lui faire confiance à ce grand-là. Mais voilà, quand tu mets 10 000 euros sur un site, je leur dis, dans la boîte, je connais que moi qui ai déjà fait ça, personne de ceux que vous avez au téléphone ici ou qui font les commandes n'ont un jour passé une commande du niveau de ce que nos clients ont fait. Donc, ils nous donnent une confiance qui est énorme. Et d'habitude, c'était très difficile, parce que cette confiance, elle était difficile à garder quand il y avait un délai de 3-4 jours. Ici, on voit vraiment une différence. Et quand on est monté, on a dit qu'il y a toujours 2-3 rageux, mais globalement, l'écrasante majorité des clients dire oui, mais pas de souci, j'ai compris, c'est le bordel. Quand ça rentre, vous me livrez, pas de problème. Souvent, on essaie de proposer la livraison en 2 fois à nos frais, donc ils savent que ça nous coûte beaucoup plus cher. Beaucoup de sites font ça. Et je voulais aussi te dire pourquoi les gens peut-être vous engueulent moins. C'est pas mieux ailleurs. Et ça, je le vois, c'est pas pour vous défendre. Je vais sur Facebook, sur des groupes spécialisés en création de son autonomie électrique. Ça gueule sur tout le monde. Donc c'est pour ça que c'est pas vous, quoi. C'est le marché. Mais tu sais qu'il y a une logique dans tout. Si tu achètes ton granulé de bois en décembre, tu vas avoir du mal à être livré, tu vas le payer cher. Chez nous, si tu commandes un système maintenant, nous-mêmes, et j'ai encore demandé qu'on ne le change pas parce que mes collègues voulaient diminuer le délai, mettre sur le site 2-3 jours, on vous livre. Là, parce que certaines commandes, même beaucoup de commandes partent en 2-3 jours de chez nous, parce que c'est plus calme, et encore, on voit vraiment, les beaux jours arrivent, donc là, le marché redémarre. Mais c'est normal que si tu achètes en juin une installation photovoltaïque et que tu dis super, moi ce week-end je vais la mettre avec mon cousin sur le toit, donc je paye lundi, j'aimerais bien l'avoir pour samedi dans mon garage, c'est un peu compliqué quand même, hein, la grosse. C'est quoi le meilleur moment alors? C'est en novembre, décembre qu'il vaut mieux acheter chez toi?
En plus, tu peux négocier à ce moment-là. Si tu achètes en décembre, on vend pas grand-chose. Décembre, janvier, on vend pas grand-chose. Donc, le commercial est plus enclin à faire une remise. Économiser plutôt jusqu'en novembre, attendez. Oui, mais après, tu n'as pas envie d'investir à ce moment-là parce que ça ne produit rien. Donc, Dis-moi, dernière question, parce que je l'ai vu un petit peu passer. C'est combien de temps environ le temps d'attente pour vous joindre et c'est quand le meilleur moment pour vous joindre? Même chose, on est monté à largement 1 heure dans la cohue qu'on a vécue à partir de fin juillet jusqu'à, on va dire, novembre, décembre. Maintenant, c'est totalement faux. Ce genre de truc, et je le dis, j'ai plein de clients qui se plaignent de choses comme ça. On est attentif, moi je les regarde absolument toutes les semaines, les temps d'attente moyens, que ce soit sur le chat, que ce soit sur le téléphone. On n'est pas du tout exceptionnel, on n'est pas en 1 minute, on ne fait rien de... Mais quand c'est très mauvais sur le chat, on est de l'ordre de 16 minutes. Sur les mails, quand c'était la catastrophe, on est monté à 2 jours, 3 jours. Donc si on ne répond pas au bout de 2 jours, c'est qu'on l'a loupé. J'ai un client hier qui m'a écrit, on n'a jamais retrouvé la trace de son mail, donc c'est peut-être nous, j'en sais rien, mais on l'a vraiment loupé. Donc si au bout de 2-3 jours, on ne répond pas à mail, il y a vraiment un souci. Et généralement, dans des périodes plus calmes, comme maintenant, on est plutôt sur 24 heures maximum. Donc c'est vraiment lié à la charge de travail. Mais même si on a engagé énormément et qu'on a formé énormément, et ça nous coûte aujourd'hui, pas du tout en termes de coûts, il y a un coût, c'est évident, en coût salarial, mais ça nous coûte aussi en qualité d'information qu'on donne aux clients, parce qu'on entend, et moi j'entends dans le bureau régulièrement des collègues répondre de manière un peu trop pragmatique, oui ou non à un client qui pose une question, et ne pas le réorienter, lui expliquer pourquoi son choix est bon ou est discutable, ou lui proposer d'autres choses, parce qu'il faut une certaine connaissance, il faut un peu de l'expérience pour pouvoir dire à un client, oui, vous pouvez acheter ça, oui, c'est de stock, mais expliquez-moi ce que vous allez en faire, parce que je ne suis pas sûr que c'est le meilleur choix pour vous. On a encore eu le cas hier de notre brave Boris, qui avait un client qui voulait un truc à 10 000 balles et qui s'est retrouvé à lui vendre à 4 000. Il me dit, j'ai fait le con, je dis oui et non. Non, oui, parce qu'on a vendu 6 000 moins que prévu, mais je suis content que le client reçoive un système qui lui correspond aujourd'hui, parce que dans 2-3 ans, et c'est ce qu'on lui a dit, dans la logique, le système belge actuel permet de rester en injection, en autoconsommation, et l'équivalent de ce que vous appelez la revente, mais nous, c'est pas la revente, c'est le contractuel à l'envers. Donc, mais restez dans ce système-là tant que maintenant, n'achetez pas tout le bazar de batterie dont vous parlez ici, et dans 2-3 ans, quand vous aurez amorti le premier système, là où on ne pourra plus avoir cette compensation, on va mettre en place ce système-là. Et d'un côté, je suis content qu'on l'ait fait, parce que je pense que ce client-là se dira, je ne me suis pas fait voler en demandant chez Watuni d'un conseil, je vais le redemander conseil une deuxième fois. Je ne veux pas dire qu'il achètera nécessairement chez nous, mais en attendant, il nous consultera très probablement pour son évolution future. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On forme des jeunes à suivre un petit peu nos traces, parce qu'on était vraiment 2-3 pendant longtemps avec Max, Jean-Sébastien et moi. Et puis ça a évolué avec, on est 7-8 maintenant à répondre aux clients. Et il faut le temps qu'ils soient formés, il faut une sorte d'indulgence là-dessus aussi. Je connais certainement mes concurrents et je connais la qualité des réponses qu'on donne d'un point de vue technique. On n'a pas à rougir là-dessus, je suis certain de la qualité même des jeunes dans la boîte, parce qu'on est toujours là, on est tous ensemble dans un bureau, c'est tout à fait ouvert. Moi, je ne suis jamais planqué, Jean-Sébastien non plus. Sauf là, on est là maintenant, on s'est planqué. D'ailleurs, on emmène tout le monde qui veut travailler ici. Tu vas te faire sauter dessus, là, dès qu'on a fini. Ils se sont dit, puisque l'autre fait le con là dans le truc, on est à apéro. Mais justement, on est tous dans une pièce centrale, et j'aurais dit, on a un petit bureau ACD, ils sont que 2, donc eux, on bénéficie un peu moins des données qu'on partage entre nous en parlant comme ça, mais c'est primordial, on veut garder ça, parce que ça permet à tout le monde d'entendre les conseils qu'un va donner à un de ses clients, et d'entendre les réponses, ou en tout cas ce qu'on va suggérer à un client en fonction de son besoin. Et ça, c'est quelque chose que nous, on veut absolument garder. Ça coûte vraiment cher d'avoir des commerciaux qui ne sont pas des simples chats qui répondent oui ou qui envoient des fiches techniques sans trop se tracasser. Et je connais vraiment certains concurrents qui ont cette tendance-là à se dire « Ok, mais on va prendre les clients pour ce qu'ils viennent et puis s'ils posent trop de questions, ben non, nous on va le faire. Et je n'arrête pas de le dire, s'il vous plaît, donnez-nous. » Ils m'ont demandé une pub à faire, je ne vais pas faire de pub. Rappelez aux clients que le devis est gratuit. Qu'on veut faire du dimensionnement et que dans un devis, il y a une notion de production qu'on doit donner. On ne tape pas dans le temps, on ne va pas dire au client ça va faire n'importe quoi. Voilà ce que tu peux attendre comme production par jour. Et voilà un temps de retour sur investissement légitime pour ce système-là. On va le faire volontairement. On le fait dans tous nos devis si on nous le demande. Et c'est gratuit, donc profitez-en. Et c'est bien, ça forme aussi nos jeunes à donner les bonnes infos à nos clients. Il y a des humains derrière des sites. C'est ça aussi qu'on commence à oublier, j'ai l'impression. Écoute Julien, on a fait un grand tour. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter ou je pense qu'on a quand même bien balancé? Parce que non mais pour les onduleurs, c'est top quoi.
pourrait peut-être faire ça, des comparatifs la prochaine fois. Ce truc mais je crois qu'on va améliorer le banc. Il est facile à améliorer, vous me direz, mais je crois qu'on va l'améliorer un peu pour faire plus de tests, justement. Ce qui nous manque. Ça m'intéresse vachement. On travaillait à la base sur la charge avec des alimes stabilisées, mais on a vu qu'elle-même, à cause de l'MPPT, nous pose des problèmes dans le sens où l'MPPT travaille sur l'alim stabilisée et donc les données ne sont pas 100% fiables en termes de charge. C'est pour ça qu'on a évacué ça en travaillant juste en décharge sur la batterie pour faire nos rendements. Et ça, on va le faire. C'est un truc, j'ai une connaissance qui travaille là-dedans, qui a une alim stabilisée. Il m'a dit on va monter un petit truc ensemble pour essayer de faire ça un peu plus propre. Parce que oui, nous, on veut faire ces tests-là. On veut toujours pouvoir dire... Avoir des réponses précises. Et juste en termes de rendement et d'intérêt d'un produit face à un autre. Julien, merci beaucoup. Avec plaisir.